Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 33 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Évidemment. Merci, j'avais oublié. C'était pour te faire participer. Bah oui, je sais. Tu te sens inclus dans tout ça. Je suis toujours à l'écart dans ce podcast. Ce mois-ci, un épisode un peu spécial. À l'approche de Noël, on vous offre un cadeau, Jean-Marie Roth, qui va répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez transmises par les internets et même plus. Salut Jean-Marie. Jean-Marie, salut. Bonjour aux éditrices et aux auditeurs. Ça va ? Très bien, je suis content d'être un cadeau. Ouais. J'espère que vous serez emballés. Pas mal. Ça commence fort. Hein. Tu pourras rajouter des petits sons de cloche. Tu sais, Oui, c'est ça, Noël. Un peu Alsace, tout ça, l'esprit. Ouais, c'est très bien le Noël. Parce que l'heure à laquelle vous sortirez le podcast, tu seras peut-être en train de manger une stolle. Il faut le dire. Non, parce que je suis en direct. Donc, je peux pas manger de Si stolle. je suis en train de manger un stolle, en parlant, c'est difficile. Jean-Marie traverse C'est les fuseaux horaires et Les époques. les époques. Donc, je suis content de voir que Noël approche. La ville est belle, toute décorée. C'est chouette, ça fait chaud. Il fait froid. Hein. Il fait bon, ça va encore. Oh, ça va. Oh, ça ira. Il fait 8 degrés, c'est bon. Oui, ça passe. Fais gaffe parce que les gens vont vraiment vérifier s'il fait 8 degrés. Hein. Quand même, ils sont un peu plus malins que ça, nos auditeurs. Jean-Marie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les deux du fond qui ne te connaissent pas encore ? Parce que, évidemment, on t'entend tous les mois chez nous. Oui, c'est un grand plaisir d'ailleurs. Tu fais une super chronique. On aime beaucoup partager ce moment avec toi. Mais tout le monde n'écoute peut-être pas les chroniques. Tout le monde n'a peut-être pas tout écouté parce qu'on est à l'épisode 33 quand même. Il y en a qui nous découvrent aujourd'hui. Pour ceux-là et ceux qui aimeraient en savoir plus sur toi, qui es-tu, Jean-Marie ? D'où viens-tu ? Alors, je viens de chez moi et je retourne. Non, c'est plus sérieusement, je viens d'Alsace, au départ, d'où mon nom, Roth, c'est un nom alsacien, tout simplement. Alors mon parcours, au départ, j'ai un CAP, un BEP comptable. Et puis, je sors de ça à 17 ans et je me dis que j'ai surtout pas envie de faire ça. J'ai réussi l'examen, mais bon, bosser là-dedans, ça me fait très peur. Et j'avais deux passions à l'époque, qui étaient le cinéma et la littérature. Puis, tiens, le mélange des deux, c'est le scénario. Fort de cette conviction, je vais à Fnac pour acheter des bouquins sur le scénario et il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a Dixit, tout ça, il y a pléthore de livres sur le scénario. À l'époque, il n'y en avait pas. On parle de quelle époque ? De l'époque, alors nous sommes dans les années... Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Pas mal. Voilà. Parce que j'ai donc 32 ans, il faut bien le dire aux auditeurs. 32 ans de carrière. 32 ans de carrière, oui, c'est ça. Non, nous sommes dans les années 80, on va dire. Je n'étais même pas né à l'époque. Et donc, j'ai à Fnac, il n'y a pas de bouquin sur le scénario. Il n'y avait pas encore la dramaturgie de Yves Lavandier ? Non, voilà, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas encore mon livre, c'est dire. Donc, il n'y avait rien du tout sur le scénario. Et j'étais face à un dilemme. Je me dis, si je vais bosser dans mon métier, que j'avais appris la comptabilité, que je suis quelqu'un de très, très feignant, je me dis, si j'entre là-dedans, je vais m'encrouter, je vais y rester, je ne ferai jamais ce que j'aime. Et donc, en fait, mon idée, c'était de me fermer les portes. Et donc, j'ai fermé toutes les portes. Et au lieu de bosser dans mon métier, j'ai bossé dans la restauration, j'étais plongeur, bossé sur des chantiers, etc. Et durant mon temps libre, je me forçais, je regardais des films et je forçais à les étudier, je sentais bien quelque chose qui marchait dans les livres et dans les films, des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, pourquoi ça marche pas. J'ai commencé tout doucement à mettre des noms sur les choses et dès qu'on met des noms sur les choses, elles commençaient à exister. Une fois que j'avais des noms, je commençais un petit peu à voir comment ces noms fonctionnaient entre eux, comment faire des phrases qui devaient finalement des scénarios et des dramaturgies. Puis au fil du temps, j'ai commencé un petit peu à créer une méthode, puis je donnais quelques cours à Strasbourg. Ça a un peu marché, puis je me suis dit, tiens, je vais aller à Paris, je suis encore jeune à l'époque, mais je vais aller voir à Paris ce que ça donne. Je suis allé à Paris, je donnais quelques cours, puis un jour, il y a un de mes stagiaires qui me dit, écoute, tes cours, ça change structuré, c'est très bien, tu veux faire un bouquin dessus. Je dis, justement, il n'y en a pas à la Fnac, ce serait chouette, effectivement, que je fasse ça. Mais il me dit, je t'en parle parce que j'ai un ami qui est éditeur, il fait du didactique, il faudrait que tu le rencontres. Il me fait rencontrer ce monsieur, je sors mon premier livre sur le scénario. Et c'était le premier livre scénario à sortir en France. Comme la dramaturgie évolue beaucoup, tous les 2 ans, je renouvelle mon scénario. Mon livre sur le scénario, tous les 2 ans. Et la 3e version a été reconnue par le CNC. Et partant de là, toutes les portes se sont ouvertes. Fait que le grand paradoxe de mon parcours, c'est que partout où je donne des cours aujourd'hui, je ne pouvais pas rentrer en tant qu'élève parce que je n'ai pas eu de diplôme. Ah oui. Ouais, ok. Reconnu par le CNC, ça veut dire ? Mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis entré dans la tablette du CNC. Ils ont validé ton livre. qui recommandait, oui. Ouais. Donc du coup, évidemment, ça m'a ouvert la porte. Et après, on a le succès qu'on te c'est connaît. C'est comme ça, il faut se rendre compte, je donne des cours, je suis directeur d'écriture, master de scénario de Nanterre, alors que j'ai un BP comptable. Voilà. C'est génial. C'est une belle revanche. Oui, tout à fait.
C'est Mais marrant. comme quoi, il ne faut pas se décourager. Hein. C'est ça qu'il faut dire aux auditeurs, aux auditrices. Il ne faut pas se décourager. Hein. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il n'y a rien qui vous interdit de faire ce qu'on veut en France. Hein. Donc, faut le faire. Ce que je trouve assez remarquable dans ce que tu racontes, c'est que tu avais l'énergie et le temps pour, en plus des petits boulots que tu devais cumuler la semaine, te poser, regarder des films et partir de rien pour les décortiquer et comprendre comment ça fonctionne. Oui, en plus, la plonge à l'époque, c'était 65 heures par semaine. Ouais. Hein, c'était, il faut trouver l'énergie pour faire ça. Ah ouais, pas rien. Et ça, c'est la passion. C'est la passion, ça. On fait rien si on n'est pas passionné. En plus d'être alsacien, Tu fais aussi de la plonge? Non, j'ai aussi un diplôme qui ne m'a jamais servi, qui m'a servi une fois et ça m'a servi à me dire non, ça je ferai pas. J'ai travaillé 6 mois, j'ai un diplôme dans le commerce, je travaillais dans une banque pendant 6 mois. Et à la pause déj, j'allais me poser dans un parc et écrire des scénarios. Et c'était le moment intéressant de ma journée. Et le contraste était très difficile. Et au bout de 6 mois, on m'a dit tu veux continuer? On peut renouveler ton truc. Je fais non, en fait, le chômage, ce sera mieux. Et je veux plus jamais faire ça. J'ai plus jamais travaillé dans des choses en rapport avec ce diplôme que j'ai eu. Alors quant à moi, j'étais très très heureux à faire la plonge en restauration. Je me sentais libre en fait, parce que durant ce temps, je travaillais dans ma tête sur les... Ironie dramatique. Parce qu'il faut dire que la planche, ça prend pas la tête. Hein. Ça aide à écrire le bouquin. Ça prend pas la tête. Et du coup, oui, ça aide à écrire des bouquins. Chouette. Super, merci pour ce partage. Ça y est, on sait tout. Merci de m'avoir reçu. Alors au mois prochain, en janvier, donc... Eh bien, on a pléthore de questions. Alors voilà, peut-être un peu expliquer le concept de l'émission aux auditeurs. Oui, puis à moi aussi d'ailleurs. Oui, Jean-Marie. L'idée à la base, c'était de faire une chronique spéciale questions des auditeurs. On a ouvert les vannes en disant « Vous avez des questions, Jean-Marie y répondra dans la prochaine chronique, allez-y ». Vous avez été assez nombreux à poser beaucoup de questions, assez en tout cas pour se dire que tiens, on en ferait bien un épisode entier, parce que depuis qu'on travaille avec Jean-Marie, on avait envie de se voir plus que 15 minutes par mois. C'est tout à fait. Prendre le temps de discuter un peu de plein de choses. Et il y a beaucoup de sujets qui ont été proposés. Et on a pas mal de questions. On a classé surtout les questions par type, par thème. Voilà. Donc on va commencer par les généralités, puis on va descendre un petit peu plus. Voilà, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a pas mal de questions orientées, comment on démarre pour les débutants, etc. Ouais, mais très bien. Il y a des choses aussi à rappeler, qui sont bonnes à rappeler, même pour ceux qui sont aguerris. Je pense qu'on va tous y trouver notre compte. Monsieur, petite question. Oui, Comme il y a une question un peu pour les débutants, est-ce que je peux aller un peu plus loin pour les plus aguerris aussi? Tu peux aller où tu veux. C'est ça la magie de Noël. Voilà. Super. Magie de clochette. Eh ben, allons-y, sautons dans le bain. Allons-y. On a des questions. On a une question très générale. Oui. Qui porte un regard sur la création. Oui. Au cinéma et à la télé en France. Je te lis la question. Comment expliquer la médiocrité des scénarios de 95% des films et séries françaises alors que les techniques, livres, etc. sont connus? C'est dur quand même. Hein. C'est dur ce jugement. Justement, je pense que ce que tu dis est très juste. Je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, en tout cas, cette personne est tout à fait dans le jugement et dans le goût personnel. Et d'ailleurs, on les remerciera à la fin. Oui, tout à fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même un mauvais film est difficile à écrire. On a toujours l'impression, et c'est vrai, on regarde quelque chose à la télé, au cinéma, qui ne plaît pas, on dit moi je peux faire mieux. Et on ne sait pas qu'on est en train d'écrire un mauvais film. Non, on ne sait pas. Absolument, c'est très très vrai. C'est très très vrai. On ne sait pas qu'on est en train d'écrire un mauvais film. Et puis après, c'est quoi un mauvais film? On peut aussi se poser la question, est-ce qu'un mauvais film est un film qui ne me plaît pas? Non, un film qui ne me plaît pas n'est pas un mauvais film pour autant. Oui, il y a beaucoup de films qu'on considère nuls, qui sont cultes pour d'autres personnes, qui les regardent toutes les semaines, quoi. Alors je posais la question dans l'autre sens, qu'est-ce qu'un bon film? Et j'ai une réponse à cette question. Pour moi, un bon film, c'est un film qui tient sa promesse. C'est rien d'autre que ça, un bon film. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est un film qui tient sa promesse. À partir du moment où le film tient sa promesse, la promesse soit souvent dans l'acte 1, on l'a un peu par rapport au genre, c'est ça la promesse du film. Mais qu'après c'est tenu, le film est bon. Après, il y a ceux qui aiment la promesse et ceux qui n'aiment pas la promesse. Mais si le film tient sa promesse, le film est bon. Je pense à mon beau-frère, qui est ce qu'on appelle que nous saluons. On pense tous à ton beau-frère. Salut. Oui. Salut Kamel. Il nous écoute pas, mais je lui dis bonjour. Qui est ce que j'appelle un super spectateur. C'est la personne qui va regarder tout le temps des films déguisé, et qui même si le film, si même le film est mauvais, il va toujours lui trouver un truc bien pour le sauver. Et je trouve ça génial comme attitude, parce que pour lui, il se dit, ok, c'est pas terrible, mais des gens ont travaillé dessus, il y a eu du travail, de l'effort, et ça mérite d'être vu, même si le film est au final pas très bon. Bravo Kamel. Voilà, je trouve ça super comme attitude. Bravo Kamel. Ah, c'est nul, mais le titre est plutôt bien trouvé. Hein. Il fallait le trouver. L'affiche est pas moche. Les sièges étaient confortables. Oui, alors ça... c'est vrai que c'est du boulot, beaucoup de gens investis, beaucoup de moyens, et que des fois ça marche pas pour la plupart des gens, mais c'est pas volontaire en fait, c'est ça le truc. Non, c'est pas volontaire, et puis encore une fois c'est très subjectif. Hein. C'est pourquoi parfois il y a des films qui font un succès monstre, on se dit mais pourquoi
D'accord, c'est pas mal, enfin de là à faire des millions et des millions d'entrées, parfois on se demande pourquoi. Moi, je me dis ça pour les Palmes d'Or ces dernières années. Non, mais les Palmes d'Or, c'est un autre problème. On peut en reparler si vous voulez, mais c'est un autre problème. Quand je les vois, je me dis, mais pourquoi? Que c'est que politique, la Palme d'Or. Ouais. Parlons-en. On n'a pas déjà parlé de ça? Si, il me semble qu'on a parlé de ça déjà. Oui, c'est le moment de le rappeler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, il y avait une seconde partie dans cette question qui était pourquoi les mauvais films alors que les techniques existent. Alors, d'abord, il faut savoir que les techniques, elles existent, mais elles ne donnent pas de talent. J'enseigne tout sauf le talent. Les livres enseignent tout sauf le talent. Donc le talent, ça c'est propre à un auteur. Et puis je pense qu'en suivant les techniques, on peut faire un mauvais film, on peut aussi faire un bon film en suivant pas les techniques. C'est juste, les techniques servent effectivement à baliser un petit peu, à trouver des astuces de narrative, à comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, comment on le fait. Quand on contourne une règle, autant savoir pourquoi la contourne. Donc pour savoir pourquoi la contourne, il faut déjà bien connaître la règle. Ça sert à tout ça, les techniques. Oui. On peut avoir une histoire très très bien structurée, mais pas intéressante. Oui, tout à fait. Et on vous renvoie à l'épisode 31 dans lequel nous discutions avec Guy Laurent qui lui nous disait ne pas connaître les techniques, enfin les avoir un peu apprises par visionnage de films. Ça lui vient parce que c'est en lui en fait, voilà, c'est instinctif. Oui, il parlait de ça. Bien sûr. Justement par rapport à ce qui est bien, ce qui est pas bien ou ce qui est bon et pas bon, parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, je parle de moi en tant que, c'est ma vision en tant que script docteur cette fois, non pas en tant que théoricien, mais en tant que script docteur. Quand je fais mon métier, je travaille sans goût. C'est très important pour moi de travailler sans goût. C'est-à-dire que je suis jamais dans le j'aime pas. Je suis dans le ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Oui. Et à partir du moment où on est dans cette optique-là, on ne peut pas trouver 95% des films qui sont mauvais. Il y a juste le j'aime pas. Par contre, il y a des films que je n'aime pas mais qui fonctionnent. Et ça, c'est une fois qu'on sort du truc le j'aime pas, on a un regard tout à fait différent sur les films et sur les séries. T'as un exemple juste comme ça de films que tu n'aimes pas mais dont tu peux admirer l'écriture? C'est la question piège. Oui, en plus, oui, il y en a. Il y en a. Il faudrait que je trouve. Il faudrait que ça me vienne. Parler d'autres choses durant ce temps, je réfléchis à 10 minutes. Et d'ailleurs, on t'a reçu également quand on parlait du script doctoring, oui. Où tu avais parlé de ça, évidemment, avec les autres invités, de manière plus approfondie. Et si les gens sont intéressés, si nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent réécouter cet épisode sur le script doctoring. N'hésitez pas à aller fouiller dans ces 33 épisodes. Ce catalogue qu'on a maintenant. Un fabuleux catalogue. Voilà. Alors on enchaîne avec des questions plus en lien avec le fait de débuter dans le métier. Quel type / genre de scénario revient trop souvent chez les scénaristes débutants, s'il y en a, cher Jean-Marie? Hélas, oui, il y en a. Alors, d'abord le drame psychologique. Oui, il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, mais c'est vrai que la plupart des auteurs ont une espèce de, surtout en France je crois, une espèce de fascination pour le drame psychologique parce que c'est un cinéma intelligent. On a l'impression qu'on écrit un drame psychologique, on fait avancer les choses, on fait avancer le cinéma et que on fait de l'art. Ça c'est très français. Vision trop artiste des choses. Bien sûr. Parce que la comédie c'est de l'art aussi, mais on le dit pas. On le dit pas. Il faut bien comprendre que malgré tout, je préfère quelqu'un qui écrit un bon drame psychologique qu'une mauvaise comédie. Nous sommes bien d'accord. Mais il faut être bien conscient que la demande est moins là. Il y a plus d'offres que de demandes pour le drame psychologique. De la part des producteurs. D'après les producteurs, parce que c'est la part du public. Le public ne se rue pas sur les drames psychologiques, c'est plutôt les cinéphiles que le grand public. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. C'est pas ça que j'ai dit à nos auditeurs. C'est juste ça que tu as dit. Moi j'ai entendu n'écrivez pas de drame psychologique. Ça semble bien. Très clairement. On va faire un montage des mots. Écrivez des drames psychologiques, mais pas trop. Oui, on peut tout à fait en écrire si on a quelque chose à dire et qu'on a une bonne histoire, un bon sujet. Il ne faut pas se priver. Mais il faut être conscient que c'est beaucoup plus dur à placer. Oui, c'est ça, exactement. À faire, quoi. Exactement. Mais il ne faut pas maintenant, du coup, se dire mon Dieu, j'ai scénariste, donc j'écris pas mon drame psychologique que j'ai travaillé depuis 10 ans. Si, écrivez-le. Autre chose, c'est pas tout, il n'y a pas que le drame psychologique, il y a aussi le vécu. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, de temps en temps, en tout cas, chez les auteurs que je coach ou chez mes stagiaires. Le vécu, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que c'est une personne, elle va raconter ce qu'elle a vécu, raconter sa vie, quoi. C'est-à-dire une espèce de biopic, mais sur quelqu'un que personne ne connaît, grosso modo. Le gros problème, c'est que c'est souvent très peu intéressant. D'abord parce que c'est très manichéen. La personne, quand elle raconte sa vie, il y a évidemment des gens qu'elle va aduler, d'autres qu'elle va détester. On le sent très très fort dans le scénario, mais vraiment très fort, fait que ça n'a aucun intérêt. Et puis aussi, il y a autre chose de peut-être de plus grave encore, c'est que parfois la personne a vécu quelque chose qui pour elle est un moment gravé dans son esprit, d'une force inouïe. Et en fait, quand on le lit ou même quand on le voit après au cinéma, ça n'a aucun intérêt. Moi, je me rappelle une fois, j'avais travaillé avec une dame qui a suivi mes cours, qui me racontait sa vie, enfin une partie de son enfance. Et puis, il y avait un jour une fête de Pâques avec des œufs dans le jardin qu'elle cherchait avec ses cousines. Je lisais ça, ça durait, il y avait bien 10-12 pages là-dessus. Et il y avait absolument
rien que les enfants qui rigolent en cherchant des œufs de Pâques. Et je cherchais à intéresser la chose, j'ai dit, écoute, ça te ferait peut-être bien de pas trop le laisser raccourcir, peut-être même de le couper. Mais pour elle, elle pouvait pas enlever une ligne. C'était fondamental parce que c'est un souvenir, quand elle en parlait, elle pleurait. Alors que ça n'avait aucun intérêt. On parle d'intérêt dramaturgique, on est d'accord. D'intérêt pour le film. Eh bien, cette dame est là, avec nous aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, j'ai envie de rebondir sur une question. À partir de quand le vécu ou l'expérience personnelle peut être utile dans l'écriture et dans un scénario ? Le vécu personnel est intéressant comme outil de vérification. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose de vécu, on ne se trompe pas. On est quelque chose de juste. Après, plus on scénarise, ou plus plutôt on se... En fait, c'est le contraire. C'est pas plus on scénarise, mieux c'est plus on injecte du vécu dans ce qui est déjà scénarisé, plus cette chose scénarisée sera juste. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Il ne faut pas scénariser son vécu, il faut mettre du vécu dans ce qu'on a scénarisé. Et là, ça fonctionne. Et puis, on peut très bien avoir vécu des choses très fortes pour nous, et on se dit, oh là là, il faut faire un film, hein, c'était incroyable ça. Ouais. Mais en fait, en film, non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a le fait de l'avoir vécu, c'est ça, tout à fait. Une bonne histoire dans la vie n'est pas une bonne histoire de fiction. Du coup, voilà, le vrai n'est pas forcément vraisemblable, c'est ça peut-être qu'il faut ajouter. C'est deux choses. Ça sent autre chose. Alors, c'est tout à fait le problème, ça. Est-ce que ça s'applique aussi à ça ? Parce que le vécu, c'est du vrai, en quelque sorte, oui. C'est vraiment arrivé. Mais ça ne peut pas forcément s'appliquer dans un contenu qui dure 1h30 avec des règles établies, etc. Là, tu soulèves un autre problème, effectivement, de l'apport du vécu. Ça, c'est un que je rencontre très souvent, c'est pas par au hasard. Le hasard qui arrive, un auteur, mais encore il y a 2 semaines, je travaillais avec un auteur sur son projet, il y a quelque chose qui arrive dans son scénario, je lui dis, mais ça, tu vois, là, vraiment, ça va un peu quand je suis sur la soupe, on va pas y croire. Il me dit, mais tu te rends pas compte, arrivé à mon cousin il y a 3 semaines. Ok, ben, super exemple. Tu salueras ton cousin de ma part, hein, mais pour ton film, c'est net, quoi, parce que c'est dramatiquement, c'était un hasard. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que le hasard, évidemment, il y en a dans la vie, on ne se pose pas la question, c'est la vie, on ne se pose pas la question. Mais au cinéma, le spectateur c'est très bien qu'un auteur qui s'est creusé le chou pour nous raconter une histoire. Donc le hasard ne sera pas pardonné à ce niveau-là. Le hasard n'a pas sa place dans le scénario. Non. Le moins possible en tout cas. Sauf si le concept du film c'est le hasard, c'est une comédie. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est que des hasards. Non, mais l'incident déclencheur est souvent quelque chose dû au hasard. Mais j'aime pas. Voilà, mais au début, ça peut passer, et plus tu avances dans le film, moins ce sera pardonné. C'est ça. Le pire des hasards, ça en a déjà parlé une fois, je crois, c'est le hasard de fin de film qui règle tout. Bien sûr. Ça, c'est pas très bon. Mais je pense que là, on a passé ça en 2018 quand même, non ? Ah non, détrompez-vous les enfants. Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a toujours des élèves qui me disent, mais attends, c'est arrivé à mon cousin. Ah oui. Oui, ça, on est toujours là-dedans, hein. Bon. Et puis c'est vrai que parfois en fin de scénario, on a tellement joué avec ces personnages, on a tellement mis dans la merde, il faut bien le dire, parce que moi je recommande de mettre les personnages dans la merde toujours. Bon, les élèves qui sont très studieux, qui m'écoutent un peu, parce que je suis leur dieu, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Même pour nous. Mais pour tout le monde, je pense. Hein. Bon. Voilà, et donc ils suivent très bien ce que je leur dis, il faut que leurs personnages d'une telle muise que du coup ils savent plus comment faire pour les sortir de ça, parce qu'en plus je demande souvent à mes élèves de faire une fin positive, ce qui est beaucoup plus facile de faire une fin négative, c'est un personnage qui se suicide ou qui meurt, c'est plus facile que le sauver de ses problèmes. C'est beaucoup plus facile. Donc j'essaye de pousser vers ça. Quand je suis bien mes 2 conseils, à un moment donné, on arrive à quelque chose d'un peu inextricable. Et c'est là qu'on va puiser dans du hasard qui va sauver le personnage. Ouais. Et je suis toujours pas content. Jamais content. Hein. Mais c'est le propre d'une divivinité. Hein. Jamais content. Il faut faire des sacrifices. Alors, il y a encore une 3e catégorie de films que je rencontre souvent, hélas encore. C'est le film qui va révolutionner le 7e art. Ça, j'ai aussi de temps en temps. C'est-à-dire l'auteur qui a un melon. Parce qu'un melon, c'est une pastèque. Presque aussi gros que toi, au final. Mais qui se prend pour un dieu. Ouais, mais sauf que moi, je le suis. Enfin, c'est toute la différence, quoi. Voilà. Moi, c'est un grain de raisin, lui, c'est une pastèque. Bon. Vous faites dire des horreurs quand même. Hein. Je crois que les auditeurs ont déjà coupé le poste. Non, mais ils savent que ce podcast est sous le signe du second degré. Mais vous êtes nocif, finalement, je m'en rends compte. Je suis quelqu'un d'humble dans la vie. On va faire sortir le plus mauvais, le pire de toi. Ouais. Non, mais c'est vrai, ces auteurs qui ont révolutionné le 7e art, qui disent, mais là, j'ai écrit un film, ou je vais écrire un film, j'ai une idée, ça va tout ce qu'il y a avant, ça va être balayé. Je vais marquer l'histoire. Ça n'a plus d'intérêt. Le cinéma va réexister grâce à moi. J'ai déjà entendu ça. C'est très dur de bosser avec eux, et puis bizarrement leur film il sort pas. Ça c'est un photoproducteur. Hein. Oui. Et j'imagine qu'ils sont très réfractaires au changement, au moindre. Mais complètement. À toucher leur histoire, quoi. Ils sont pas prêts en fait. Non, ils attendent juste les félicitations.
Oui, ils veulent que tu valides ce qu'ils ont écrit. Oui. D'où ça vient en fait Est-ce que c'est une méconnaissance de comment ça marche? Le fait de réécrire son scénario, d'arriver à une version qui satisfait un producteur, des diffuseurs, distributeurs? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. D'abord, il faut bien un ego un peu surdimensionné, ça c'est sûr. Après, il y a aussi ceux qui n'ont pas envie de suivre une formation. Parce qu'on dit toujours, de plus en plus, on entend dire qu'il faut suivre des formations, dont j'en parlerai plus tard. Il y a ceux qui n'ont aucune envie de suivre une formation et qui se disent finalement, si je suis une formation, je vais être formaté et je veux pas ça, donc moi je suis génial, je vais faire autrement. Je vaux mieux que ça, quoi. Exactement, je vaux mieux que ça. Alors qu'une formation ne formate pas, absolument pas, et donne juste des indications, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, il y a ça aussi qui joue. Et puis, je pense qu'il y a des gens, c'est un mélange un peu de l'ego et d'une espèce de mépris en même temps des autres, qui se disent que moi, ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Les autres, ce qu'ils ont à dire, c'est de la merde. Joyeux Noël. Est-ce qu'il y a d'autres types de scénarios que tu lis? Je pense à des choses irréalisables, peut-être des choses... Ah oui, c'est bon, j'y ai pas pensé, mais c'est tout à fait juste, des choses irréalisables, bien sûr. Ou réalisables, mais pas, alors, moi, pas dans notre pays, pas à notre échelle, quoi. Ouais, alors souvent l'irréalisable, c'est un peu par rapport au genre. C'est-à-dire que, je parlais avant de drame psychologique, si vous commencez votre drame psychologique avec une explosion de la Tour Eiffel, ça va pas le faire. Ouais. Par contre, vous écrivez un film d'aventure, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on a les moyens, on a les budgets. Il faut aussi arrêter, parce que là, j'allais un peu dans l'autre sens, il faut pas écrire qu'une calculatrice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les auteurs se disent « Ah bah non, ça va coûter cher, machin truc ». On n'écrit pas un film avec une calculette, vraiment pas, vraiment pas. Et puis le huis clos, c'est pas ça que demande le cinéma. Si une scène coûte cher, mais qu'elle est justifiée, elle permet de faire une bande-annonce, ça permet de faire plein de choses qui sont intéressantes. Donc voilà, il faut juste un peu de bon sens, mais il ne faut pas non plus trop se restreindre. Je me rappelle une fois, j'avais vu dans une boîte de prod un CO qui était arrivé, il avait marqué dessus « Attention, ce scénario ne coûtera pas cher ». Mais c'est pas un argument, ça. Mais non, d'abord, c'est pas un argument. Et puis, ce qui intéresse le producteur, c'est pas combien va coûter le film, c'est combien il va rapporter. Oui. Après, il y a aussi une question de genre et de choses perçues en France. Tu te fermes beaucoup de portes si tu n'écris que de la science-fiction, par exemple. C'est juste une réalité du marché, malheureusement. Pour ça que Luc Besson a créé EuropaCorp, c'était pour faire enfin de la science-fiction en France, parce qu'on a les moyens techniques et financiers de le faire. Au début, il n'avait pas encore, donc il a fait son 5e élément aux États-Unis, parce que du coup, ça devenait un film américain, c'était label américain. Oui. Et donc, effectivement, oui, mais j'attends que Luc Besson le fasse pour qu'effectivement, on puisse en faire en France et puis ailleurs qu'aux États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi, ce que j'ai peut-être déjà dit dans une chronique, je ne me souviens plus, pourquoi on ne peut pas faire de science-fiction ailleurs qu'aux États-Unis? Est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas? Non, pas encore. Ça vous intéresse? Complètement. Non, moi je vais vous laisser. Mais oui, ça m'intéresse. Non, en fait, on s'imagine souvent que c'est à cause des producteurs ou parce qu'on n'a pas les moyens. C'est pas ça du tout. C'est que un film de science-fiction, s'il n'est pas estampillé américain, ne sera pas vu par le public du monde entier, ou du moins pas majoritairement. Or, la science-fiction est ce qui coûte le plus cher. Donc, pour un film de science-fiction marche, il faut des dizaines de millions de spectateurs dans le monde, des centaines de millions de spectateurs dans le monde. Star Wars, il faut ça pour que ce soit rentabilisé. Mais vous mettez un Star Wars, faites exactement le même film, marqué français, le spectateur, même français d'ailleurs, n'ira pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire pour l'instant. Est-ce qu'il y a un contre-exemple, peut-être, à ça? Non. Genre, il n'y a pas de film français de science-fiction qui a marché? Non. Dans l'histoire du cinéma. Eh bien, voilà, un défi de taille pour nos jeunes auteurs. Ouais. Donc, je parle bien, très mauvais conseil. je parle bien de science-fiction, c'est-à-dire création d'univers extraterrestres, ce genre de choses. Je parle pas, souvent les gens confondent fantastique et science-fiction. Je parle pas du fantastique. Oui, fantastique, le vaisseau dans l'espace. Exactement, voilà. exactement. Je pense à Dante 001 de Marc Caro, par exemple, qui est un film de science-fiction ambitieux visuellement, etc., mais qui n'a pas fait grand bruit. Est-ce que c'est des niveaux de Star Wars, au niveau effet et tout? Je ne pense pas. Non. Les petits vaisseaux en Lego. Enfin, il y a des tentatives, c'est ça que je veux dire. Oui, mais bien sûr. Oui, il y a des tentatives. Mais même Besson s'est planté avec Valérian. Tout à fait. Eh bien, on attend le prochain. Oui. On attend aussi la chronique, du coup, sur la science-fiction. Sur la science-fiction, mais bien sûr. Il y a déjà un policier qu'on a promis pour... Ah ouais, c'est vrai. La liste augmente. On fait des promesses. Question suivante. Quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de scénariste, à part un ego démesuré? Oui, ça c'est la première des choses. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Non, c'est ce que je dis, je commence mes cours par ça. La première des qualités pour être scénariste, c'est d'être pervers. Est-ce que vous êtes pervers? Mathieu, oui.
Très. Donc il sera un bon scénariste. Et toi, Adrien? Moi non, c'est pour ça que je suis mauvais. Ouais, c'est ça, bah voilà. c'est là que ça vient. C'est ça le truc. Non, quand il faut être pervers, c'est un peu une boutade. Mais c'est pour dire aux auteurs d'arrêter de protéger leur héros. Donc il faut avoir un peu un esprit pervers pour mettre son héros dans la muise, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est pas naturel. Son héros, on l'aime souvent. Donc naturellement, on va lui faire du bien. Sauf que c'est pas intéressant. C'est vrai que dans la recherche de situations, on va toujours très loin, on imagine toujours le pire, le meilleur, les extrêmes pour aller trouver le bon ton entre les deux. Mais du coup, on passe par beaucoup de phases qui sont inavouables et si des oreilles se baladaient dans une séance d'écriture, des oreilles non averties, il pourrait y avoir des dégâts psychologiques. Irréversible. Irréversibles. Parce qu'on dit beaucoup de choses très extrêmes, des fois on imagine des choses qu'on ne mettra pas dans le scénario, mais il faut passer par là pour trouver la bonne idée. Il faut un esprit un peu tordu, un peu pervers parfois pour aller imaginer des trucs. Oui. D'ailleurs, dans Irréversible... Quelle horreur. Bah non, mais... Là... oui, c'est vrai que là, le personnage... J'ai pas pensé. Oui, ça, oui, de toute façon, oui. Est-ce qu'il y a d'autres qualités requises? Oui, bien sûr. Il faut être curieux, très curieux, mais sélectif. C'est-à-dire que j'entends parfois des auteurs qui me parlent et il y a une situation où ils voient un type qui bourrait un café, il dit « Oh putain, ça ferait un film ». Non, pas du tout, ça ferait pas un film. Super personnage. ouais, mais en fait, pas du tout. Donc, il faut arrêter de voir des films partout. Par contre, c'est bien d'être curieux, c'est-à-dire repérer des choses, écrire un peu de tout, je veux dire, plus on connaît de choses de la vie, des gens, de ce qui se passe autour de nous, plus on a, non pas d'idées, mais de choses qui nourrissent nos idées. Qui nourrissent peut-être on parlait du vécu tout à l'heure, des expériences personnelles qui apportent tout à fait, bien sûr, de sens à nos histoires. Oui. C'est des références dans lesquelles puiser pour améliorer l'existant. En fait. Oui, mais attention, un film, c'est pas un peu un patchwork de choses vécues. Hein. Il faut juste trouver et puis astiller ça au bon moment, au bon endroit. Ça fait partie du talent, ça. Est-ce que justement le fait d'être curieux, de vivre des choses, plus on vieillit et plus on les accumule, est-ce que l'âge, c'est une qualité requise pour un scénariste? Encore une fois, ça dépend du genre. Je pense qu'il y a des films qui demandent une certaine maturité et d'autres qui demandent plutôt justement de ne pas être trop dans la réflexion. Et c'est pas du jugement de valeur quand je ne dis pas être dans la réflexion. Je veux dire, Taxi, par exemple, est un film personnellement, moi, dans mon goût personnel, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Ça reste l'exemple qu'on cherchait tout à l'heure. Cher Jean-Marie. En tout cas, oui, je sais pas si c'est bien écrit, mais ça tient sa promesse. Donc c'est bien écrit. Voilà. Tu n'aimes pas, mais c'est bien écrit. Ah, on a trouvé l'exemple. Voilà. Super. En tout cas, ça tient sa promesse. Il n'y a pas tout à fait que c'est bien écrit, mais ça tient sa promesse. Ça tient sa promesse. Ça tient sa promesse. C'est drôle. Et voilà. Et puis voilà. Donc c'est un bon film, parce qu'il tient sa promesse. Il faut un esprit jeune pour. Par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir 20 ans, 25 ans pour écrire ça que 75. Je pense. Okay. Je pense également que pour être un bon scénariste, il faut être observateur. Alors, je fais une différence entre curieux et observateur. Curieux, on ouvre les yeux, et observateur, on les laisse ouverts. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on est observateur, on va un coup plus loin que la curiosité. C'est-à-dire, on regarde une chose même qui en soi n'attire pas curiosité, on va voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière, qui du coup pourrait intéresser notre curiosité. C'est ça pour moi l'observation. Il y a des choses qu'on n'observe pas, on ne va pas les remarquer. Mais si on observe, derrière ça, on voit quelque chose qu'on ne verrait pas autrement. C'est ça que j'appelle l'observation. Il faut être imaginatif aussi, évidemment. Il faut bien un petit peu d'imagination pour écrire un scénario. Et le plus important pour moi, il faut un esprit logique et structuré. Je lis énormément de scénarios de gens qui n'ont pas un esprit logique et structuré. Ça part dans tous les sens, on ne comprend rien. Parfois, même si l'auteur lui-même se comprend, j'espère pour lui que non, parce que sinon c'est grave. Et voilà, en tout cas, un esprit un peu logique et structuré, je crois que c'est une très bonne chose quand on écrit un scénario. Et au niveau de l'orthographe, de l'écriture du style, est-ce qu'il y a du travail à faire là-dessus? Mais ça pique les yeux. Oui. Parfois, il y a des scénarios. J'avais c'était un stagiaire à Nanterre, c'est moi qui l'avais eu en... Le nom commençait par H, finissait par R. Pas du tout, lui, il était parfait. Non, je ne vois pas dire son nom. Mais c'était, alors quand même, je veux dire, c'est un master de scénario, donc il y avait forcément un master 1 en littérature. Il y avait un master 1 en littérature. Il faisait à peu près 10 fautes par page. Son scénario faisant 100 pages, j'ai eu 1000 fautes. C'est dur. Et c'est pas une blague. C'est très difficile. Et juste une chose, il ne faut pas se dire, je écris une bonne histoire, l'orthographe, on s'en fout. C'est parce qu'en fait, les fautes, ça fait sortir de la lecture. Et pour un producteur, il lit 3 pages, il pique les yeux, il arrête. Même si, hélas, il y avait une promesse et que ça pourrait être intéressant. Alors, juste pour approfondir, tu parlais tout à l'heure de curiosité, d'observation. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tendance à se dire qu'il faut voyager dans le monde pour apprendre des choses, voir des trucs. Et je me dis finalement, peut-être pas. Non, je pense pas qu'il faille voyager. Finalement, vivre simplement, c'est aussi... Ah oui, je pense. De toute façon, un scénariste voyage dans sa tête.
C'est là que se passe le voyage. Donc le voyage... Pourquoi partir en vacances finalement? Bah oui, quelle perte de temps et d'argent. Non, mais sérieusement, je crois que on n'est pas du tout obligé de partir et de voyager pour devenir scénariste. Pas du tout. On peut avoir une vie monotone, simple. Une vie de merde, c'est ça que tu veux dire? Par contre, il faut avoir ce qui compte, c'est d'avoir une vie intérieure qui soit riche. C'est ça qui compte. C'est beau ça. Voilà, je voulais préciser ça. Très bien. Aux questions très larges, comment bien débuter quand on veut faire ce métier? C'est-à-dire, faut-il se ruer dans une école ou prendre son temps pour affiner son point de vue, ce qu'on disait, l'expérience, etc. Est-ce qu'on peut se dire, ça viendra avec le temps? Ou j'ai 20 ans, c'est le moment, je vais à l'école, je vais apprendre les choses. C'est quoi la meilleure approche? Est-ce qu'il y en a une? D'abord, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, on est obligé de se former. De plus en plus, scénariste est devenu un vrai métier, de plus en plus. Donc oui, il faut se former. Ça devient indéniable. Les producteurs, de plus en plus maintenant, demandent un petit peu qu'on montre pas de blanche. C'est-à-dire qu'il y a tellement de formations qui existent qu'il se dit quelqu'un qui a un scénario, qui se bouge puis qui aille aussi suivre un cours avant. Parce qu'un scénario, c'est pas un roman. C'est pas un roman et c'est pas un film non plus. Donc c'est une technique un peu à part, c'est une façon différente de faire les choses. Et encore une fois, je comprends les auteurs qui se disent j'ai pas besoin de formation, j'ai vu assez de films, je comprends comment ça marche et puis j'ai pas envie d'être formaté. Encore une fois, parce qu'on ne formate pas. Encore une fois, au contraire, elle crée des libertés. Mais les choses qui sont indispensables de savoir parce que c'est un métier. Mais attention, il y a aussi le fait que si nos auditeurs, auditrices ont envie de suivre une formation, faut bien se renseigner parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Il y a énormément de formations qui n'ont aucun intérêt, aucune valeur. Il y a des arnaques, quoi, c'est en clair. Et donc, il faut bien voir un petit peu le pédigré de qui y a dans cette formation. Se méfier un peu des noms ronflants, parce qu'il arrive parfois, mais j'ai déjà vu faire ça, des centres de formation, où ils ont une fois invité quelqu'un qui était un peu connu, mais 15 ans après, il est toujours dans leur liste des gens qui interviennent. Alors non, il était juste venu une heure faire une conférence. Donc voilà, donc faire très attention à ça quand même. Est-ce que tu as des formations que tu recommanderais? La mienne. À part la tienne, évidemment. Oui, bien sûr, Master 2 de Nanterre. Ça, je suis un inconditionnel Master 2 de Nanterre. Nanterre, c'est sûrement l'endroit le plus pourri de France. Enfin, l'université de Nanterre. Et encore, t'as pas vu Paris 8, Jean-Marie? J'ai pas vu Paris 8, c'est vrai. Ça peut pas être pire. Il y a un vrai campus à Nanterre. Mais par contre, la formation à elle est géniale. Oui, puis il y a le conservatoire d'écriture audiovisuelle. Oui, j'ai un reproche à leur faire quand même. Ouais, je me permets. Je trouve que maintenant, bien sûr, le concours est ouvert à tous, c'est pas limite d'âge, mais la moyenne d'âge de ceux qui font la formation initiale, ça doit pas dépasser 20-22 ans, quoi. Et du coup, pour les jeunes, avant, il y a plus de mélange, donc il y a des gens plus matures côté d'autres, et ça crée vraiment une synergie, des choses intéressantes qui là, c'est totalement perdu. Il y a la FEMIS aussi, qui fait de très bons stages, très bonne formation. Voilà, bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais attention, il y a aussi, alors je ne vais pas les citer, mais je reconnais, qui sont des vrais escrocs. Donc avant de vous lancer dans une formation, écrivez-moi, je vous dirai. Donc là on parle quand même de formation scolaire. Mais il y a des formations... non, professionnelles. Professionnelles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le master, par exemple, c'est la fac, c'est la suite. Ça, c'est la fac. Mais il y a des formations aussi faites, comme la tienne, par exemple, qui sont faites par des gens indépendamment. Oui, celle de Yves aussi. Voilà, dans le même tout à fait. Peut-être les escrocs sont plus dans ces formations-là que non, dans des parce établissements. que je ne vais pas citer, mais moi, je connais un centre de formation qui est très connu, qui avait très bonne réputation, et qui, du coup, par un changement de personne, de direction, moi, j'ai entendu dire, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que ça nous ramène de l'argent, donc il faut le plus de gens possible. Ce qui compte, c'est pas qu'ils apprennent, c'est qu'ils fassent un bon rapport à l'AFDAS. C'est ce qu'on m'a dit textuellement. D'accord. Je les ai quittés. Attention aussi à certaines écoles privées qui ont des formations en scénario pas super solide. Oui. Voilà. Oui. Vous payez cher pour quelque chose qui est pas très fou. Voilà, les gens sont prévenus. Voilà. Tout à fait. Vous êtes prévenus. Parlons de formation. Allez, on y était. Allez. Quelle est la différence justement entre aller à un atelier, une formation, et lire un manuel et pratiquer de son côté? C'est-à-dire entre la formation et l'autodidactisme. On a fait un épisode là-dessus d'ailleurs. Selon toi, Jean-Marie? Alors pour moi, c'est la même différence qu'entre faire du solfège et jouer du piano. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on a une vue du terrain d'hélicoptère, vue depuis un hélicoptère. Tandis que quand on suit une formation, on est sur le terrain. Et je pense que c'est pas comparable. L'un, ça donne une idée de ce que ça peut être. Les livres, ça donne une idée. Mais j'ai jamais vu quelqu'un apprendre à écrire un scénario en lisant un livre. Par contre, les livres, ça aide parfois à rappeler des choses qu'on avait acquises, des choses qu'on avait apprises. Ça aide aussi à décrypter les films.
Ça aide parfois à voir un petit peu ce qui marche pas dans son projet, ça sert à ça, mais ça aide pas à construire une histoire complètement. Et oui, parce qu'il faut le faire, il faut écrire, il faut écrire. pratiquer, il faut Puis malgré tout, s'exercer. on parle de formation, dire ça, il faut un formateur. Et oui. Mon livre ne va pas parler aux gens plus que ce que j'y mets. Tandis qu'un élève peut m'interroger, me poser une question, je vois son scénario, je lui réponds et voilà. Ce qui est bien dans ton livre, Jean-Marie, c'est qu'il y a des exercices. Oui, tout à fait. Ça, c'est cool. Tout à fait. Oui, achetez mon livre. Alors après, non mais vraiment, s'il y en a qui peuvent pas suivre de formation parce que c'est compliqué, ils ont un travail, enfin je sais pas, ça peut arriver, peut-être prenez un manuel, mais vraiment, il va falloir se forcer à faire en plus des exercices. C'est pas juste lire, il faut pratiquer parce que on a beau sortir de formation, on n'est quand même pas toujours prêt, il faut ensuite mettre en pratique ce qu'on a appris. Bien sûr. Donc ça peut demander un investissement qui me semble énorme, mais c'est ça qu'il faudrait faire, je pense. Pour ma part, j'ai pas suivi de formation, hormis ta formation, Jean-Marie, qui était sur 2 jours. Oui. Très très court. C'était en 2007. Souvenons-nous, nous étions jeunes. Nous le sommes encore. Voilà. À part ça, moi j'ai beaucoup lu de livres justement et j'ai pratiqué. J'écris des choses qui aujourd'hui sont dans une poubelle, mais qui ont servi pour la suite. Mais pour moi, faire une formation, c'était pas vraiment envisageable. C'était l'école. J'avais passé ce temps-là en fait. C'était trop scolaire. Ouais, voilà. Je me suis dit bon, j'ai loupé le coche. Il y a des livres, je vais en bouffer. Et surtout, je vais pratiquer. Et je sais pas, peut-être que j'ai mis du coup 10 ans pour arriver à un endroit où si j'avais fait une formation, j'aurais mis 1 an ou 2. T'aurais sûrement apprécié faire une formation en plus. Te connaissant, t'aurais pas dit non. Je veux dire, même si c'était un cadre scolaire, parce que c'est tellement... Oui, c'était juste la période qui était plus la bonne en fait. Voilà. Il fallait que je travaille. Alors, oui, voilà. Alors je veux juste dire une chose, pour me moi qui suis un peu allergique à tout ce qui est scolaire, mes formations, moi, me faire sans perso, ne sont pas du tout scolaires. Hein. On ne se sent pas à l'école dans mes formations. Non, même le Master Pro, je confirme. Pour y avoir été, à part 1 ou 2 cours où il y a vraiment quelque chose de plus théorique dans l'approche, le reste est très très pratique. Ouais. Puis on rigole. Et puis on rigole bien. Ah, quand même. Moi j'ai pleuré surtout. Alors, nouvelle question. Quelles principales erreurs tes élèves reproduisent-ils ? Au niveau de la dramaturgie ou de leur comportement d'ailleurs, des élèves, ou de leur état d'esprit, etc. Énormément de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Donc on a énormément de temps. Ah bah, c'est super. J'espère qu'on n'en dit pas à nos éditeurs. Bon, on verra. Non, mais non. Mais non, je suis sûr que non. Sinon, vous coupez juste mes réponses. Voilà, exactement, mais j'y pensais. Alors, les erreurs que je vois souvent, et ça vraiment, je vois que les auteurs fassent attention, parce que ce sont des erreurs très fréquentes. Ils risquent de les commettre dans leur scénario, même s'ils suivent des formations, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Donc vraiment, je voudrais juste que là-dessus, ils soient très attentifs. Erreur que je vois très souvent, c'est un acte 1 qui est trop long. C'est-à-dire que voilà, on est dans l'acte 1, on est dans les prémices de l'histoire, donc on présente un petit peu le cadre, le décor, les personnages, la reine, le début des conflits, etc. Mais parfois, ça dure des plombes. Et alors qu'il vaut mieux restreindre ça pour passer vite au vif du sujet, et puis après, on découvre le reste. C'est question de gestion de l'information, tout ça. Parce qu'on se dit, il faut que j'explique tout avant que ça démarre l'histoire. Oui, c'est un peu ça. Alors qu'on peut très bien expliquer des choses en cours de route. Il faut, parce qu'après, on n'a plus rien à dire. Ou alors l'inverse. Il n'y a plus de surprise aussi. Mais bien sûr, il n'y a plus de surprise. Et il y a vraiment les deux défauts inverses. C'est soit on met tout au début, ou alors on met tout à la fin. Et quand on met tout à la fin, il faut de la rétention d'information durant tout le film. Ouais. Donc on s'ennuie un peu quand même durant 1h30. Puis après, à la fin, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les 5 dernières minutes. Mais ça ne marche pas. C'est vrai que c'est un truc, nous, en tout cas, on ne supporte pas et on en lit de temps en temps des schémas comme ça où on ne sait pas ce qui se passe pendant les 3 quarts de l'histoire et à la fin, tout est dit et on se dit, ah là là, si on avait su, ça aurait été quand même un peu mieux. Mais ça arrive souvent et on a l'impression pour les jeunes auteurs. Mais on a l'impression que l'auteur se comprend lui et lui il sait évidemment où il va et du coup pour lui c'est super. Les deux personnages se regardent et évidemment il sait ce qui va se passer après donc il se dit waouh c'est super fort parce que là ils auront plus le temps après. Mais nous on le sait pas. Et on voit juste 2 personnes qui se regardent. C'est extrêmement juste ce que tu dis. Moi j'ai lu pas mal de scénarios où on sent qu'il y a 90 pages qui sont faites pour les 2 dernières, sont au service des 2 dernières. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas suffisant d'avoir une bonne fin ou une fin qui semble étonnante, surprenante, tout ce qu'on veut. Il faut quand même qu'on soit pris durant tout le récit. Ouais, c'est très important. Ça peut marcher habilement si on place des choses un peu en dessous de l'histoire principale qui vont servir un twist à la fin. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là, ça sera très payant. Bien sûr. Mais il faut pas oublier que pendant qu'on regarde, il faut qu'il se passe quelque chose qu'on doit comprendre. C'est bon que tu parles de twist parce que... Parce que tu as fait une chronique là-dessus. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, la recherche effrénée ou phonétique du twist, c'est pas utile.
Il y a plein de films qui sont très bien sans twist. Et je sens un peu les auteurs qui ont l'envie de faire un effet final. Parce que c'est à la côte. On se dit, si je fais un twist, j'aurai un super scénario. Je serais intelligent. Voilà. On retombe sur nos pattes. Peut-on faire un twist dans un drame psychologique alors? Ah oui, bien sûr. C'est le Graal, c'est le truc ultime, ça. Alors, j'imagine. Je serais extrêmement intelligent. Je serais doublement intelligent. Ce qu'il y a aussi souvent, ce sont ce qu'on appelle les séquences Cory. C'est-à-dire, l'auteur, au début, quand l'idée de son film, souvent, il pense à une séquence ou un morceau de vie, il a vécu quelque chose, et c'est ça qui lui sert de démarrage. Puis après, il travaille son histoire, et au final, cette séquence, elle ne sert plus à rien. Limite, elle est hors sujet, enfin, elle n'a plus rien à faire dans le film. Et l'auteur va absolument la garder. Et parfois, je dois batailler pour qu'il enlève. Il dit, mais attends, c'est pour ça que j'écris mon film, pour cette séquence-là. Oui, d'accord, mais il n'y a plus rien à faire dans ton film. Et donc là, parfois, ça se termine en duel, parfois. C'est terrible. Oui, faut pas hésiter à couper les choses, parce que souvent, il y a des restes. Plus on avance dans les versions, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des choses, on ne peut pas les enlever. Et tout ça parce que dedans, il y a une réplique à la con qui fait rire. Et puis voilà, ou parce que c'est juste un souvenir, un truc vécu. Mais c'est pas. Non, ce qui est scorie, il faut savoir s'en séparer et couper le cordon avec ça. Très bien. J'en ai encore quelques-uns, des défauts de joie. C'est les personnages uniquement utilitaires. Alors pour un personnage tertiaire, ça peut aller. Mais pour un personnage principal qui n'est que utilitaire, c'est-à-dire que le personnage, il est là, on sent qu'il est là au service de l'histoire, mais il n'est pas construit, il n'a rien à dire, il ne nous raconte rien, il ne provoque pas d'émotion, il ne provoque pas de rire, voilà. Mais par contre, il sert l'histoire. Quand il est principal, c'est un problème quand même. Alors juste ne pas confondre, je pense, le personnage utilitaire et le personnage mécanique, qui lui va avoir une fonction très précise, nous faire rire parce qu'il a un caractère très clair et qu'il est tout le temps sur le même mode. Oui, tout à fait. Le personnage mécanique n'est pas utilitaire. Voilà, juste petite précision oui, tout à fait. À laquelle je pensais. Tout à fait, très juste. Un petit peu en référence à ce qu'on dit tout à l'heure, une erreur aussi que je vois fréquemment dans les scénarios, c'est quand la promesse n'est pas tenue. C'est-à-dire, on a une belle promesse dans l'acteur, on se dit, putain, waouh. Puis après, l'auteur oublie sa promesse, et les personnages aussi, et puis du coup, on part sur autre chose, et c'est plus intéressant. C'est une déception. Toutes les autres erreurs, sauf celle-ci. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le signe d'une bonne idée d'histoire, mais mal utilisée? Oui, ça doit être ça, oui. Parce qu'on peut avoir un super concept, super idée, ça commence fort, mais après, on est un peu maladroit, on ne sait pas comment l'utiliser. Moi, je suis assez allergique aux bonnes idées de scénario, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, aussi, une erreur que je vois souvent, c'est quand l'auteur oublie le spectateur. On sent qu'il se fait plaisir, mais le spectateur n'a plus sa place dans le film. Ou alors quand on sent qu'il est dans la private joke, ou on sent qu'il écrit pour ses copains, ou alors on sent qu'il écrit pour se libérer de quelque chose. Non, faut quand même, on peut, mais faut penser au spectateur en même temps. Comment on peut être vigilant là-dessus en cours d'écriture? Parce que ça, c'est un bilan que tu fais une fois que tu lis et le travail est fini. Mais est-ce qu'un auteur qui aujourd'hui est en plein milieu de son travail, qui se dit tiens, je veux surtout pas faire ça, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour éviter ça? Pour éviter ça, c'est peut-être au moment de la structure. Si vous structurez avant d'écrire, d'après moi, au moment de la structure, on se pose la question de l'intérêt de chaque séquence. Qu'est-ce que j'apporte comme information? Qu'est-ce que ça procure comme émotion ou comme rire? Donc faire le bilan de chaque séquence avec quelques questions comme ça. ça. De chaque étape du film, oui. Okay. Oui. Et puis après, ça peut s'appliquer à la scène, au dialogue. Est-ce que le spectateur comprend ça? Est-ce que la petite blague fonctionne? L'ironie dramatique fonctionne? Est-ce que expliquer au niveau de la structure, on a son histoire, son film. Est-ce que l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas soi, donc un regard extérieur, ça peut aider? Dire là, si il se passe ça, est-ce que tu le comprends? Est-ce que ça te parle? Alors, déjà, il ne faut pas en parler trop tôt de ce qu'on écrit. On parle toujours trop tôt. C'est pas pour une question du tout de se faire piquer des choses. Ça, j'y crois pas beaucoup. Non. Mais le problème, c'est que quand on raconte son histoire à quelqu'un, les gens ont des avis. Les avis, c'est catastrophe. C'est pas leur scénario, c'est pas ceux qui sont en train d'écrire. Et comme l'auteur est toujours fragile, à part ceux qui se prennent pour Dieu, dont on a parlé tout à l'heure, l'auteur est très fragile. Donc, n'importe quelle critique, il va la prendre en pleine face. Et puis n'importe quelle suggestion, il dit ouais, ça c'est génial parce que c'est un peu de lui. Il a l'impression que les autres ont raison, que lui a tort. Et moi j'ai dû batailler, mais ça m'est arrivé hier après-midi. J'avais mon dernier cours de la session 2017-2018. Il y avait une fille qui a un très joli scénario. Elle a fait lire à son copain. Son copain n'a pas aimé. En fait, il n'avait pas envie que ce soit scénariste. J'ai compris après. Et voilà, il a tout détruit ce qu'elle a fait. Elle n'y croyait plus. J'ai dû passer une demi-heure à lui expliquer pourquoi si ce qu'elle avait fait c'était bien. C'est moche ça. Donc faut pas trop parler. Surtout pas les proches en tout cas. Oui, c'est ça. Pas parler aux proches. Puis pas parler à ceux qui sont pas du métier. Faut pas parler à ceux qui sont pas du métier. Voilà. Parce que là, encore une fois, les gens vont être dans le j'aime pas. Or, c'est pas question. C'est est-ce que ça fonctionne ou pas. Pas à ce niveau-là en fait. Une fois que le scénario est fini, peut-être on peut. Une fois que le film sort. Ouais, carrément. Oui, quand le film sort. Une fois qu'il est vendu à un producteur, là on peut, mais pas avant. Pas avant parce que finalement on n'est jamais sûr. Oui. C'est vraiment important les erreurs que peuvent commettre les auteurs. Il y en a une qui aussi vient de temps en temps, c'est se référer à des films
soi-disant pour rendre un hommage. Alors, ce qui est plus souvent, c'est référence à Tarantino, à Godard. C'est souvent que l'auteur a quelque chose d'assez déconstruit qui marche pas. Il dit ouais, mais Tarantino l'a fait, Godard l'a fait. Ouais, bah voilà, ils l'ont fait. Une fois, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est pas une bonne justification. Non, Si surtout quelqu'un pas. a fait quelque chose, ça veut pas dire que c'est bien. Non, et puis surtout, Tarantino fait très bien du Tarantino. Quelqu'un d'autre le fera pas bien à sa place. Ouais. Il faut que l'auteur fasse du lui-même. Oui, je pense qu'il faut essayer d'arrêter de faire des références, enfin de manière générale. Ah ouais. Je trouve que la référence, c'est pas utile quoi. Ça, t'aimes Non, pas ça. Non, j'aime pas ça. Et puis le clin Ça me d'œil. sort du film. Ouais, le moi clin aussi. d'œil. Moi Il y a aussi, rigueur un ouais. clin d'œil si le scénario est génial. Il y a un petit clin d'œil. Mais le clin d'œil, ça fait très, très, très premier scénario Voilà. étudiant qui sort de fac et qui a fait son premier scénario. C'est très Éviter. ça, le clin d'œil. Ouais, il faut éviter, ouais. Ensuite, il y avait une question, je crois, c'était sur le niveau du comportement et l'état d'esprit Ouais, tout à fait. Ouais. l'auteur. Alors ça aussi, je veux un petit peu en parler. Je veux dire que les auteurs, en général, se découragent trop vite et croient trop ce qu'ils lisent sur Internet. Ah. J'arrête pas de me battre contre ça. Qu'est-ce qu'il est sur Internet alors Bah oui. Mais de toute façon, ils lisent toujours que c'est un monde pourri, que ça marchera jamais, que c'est pas la peine, laissez tomber. Or que il y a que les aigris qui écrivent des conneries comme ça sur Internet. Il faut juste, enfin, encore une fois, mais ça j'ai déjà dit, mais j'aime le répéter. Il faut juste voir les chiffres, le nombre de films qu'on fait, le nombre de fictions qui se font audiovisuelles, donc ça peut être la télévision aussi, machin. Il y en a énormément. Deuxième pays au monde après les États-Unis. Donc il y a ceux qui se peignent, puis il y a ceux qui écrivent. Et la demande est plutôt croissante. Elle est croissante, la Ouais. demande. Elle est fortement croissante. Parce qu'on est en plus dans un monde des loisirs, et donc les gens ont besoin de fiction. Et surtout, ils lisent des choses sur Internet au lieu d'écouter des podcasts. Ah, mais absolument. C'est ça qu'il Alors, faut. C'est là que ça se trouve la vérité. Mais bien sûr. L'autre erreur aussi, ça c'est au niveau du comportement, l'état d'esprit des auteurs. Ils en font des erreurs. Hein, Oui, c'est pour ça. Ils les feront plus maintenant. C'est d'écrire trop tôt. C'est-à-dire qu'on a envie d'écrire une histoire, premier réflexe, on prend un bout de papier, on prend un stylo et puis on commence à écrire. Faut pas. Il faut vraiment, surtout en scénario plus qu'en roman encore, il faut vraiment structurer son récit avant de commencer à écrire. Sinon, on va tourner éternellement en boucle avec les mêmes débuts de film, les mêmes débuts d'histoire, ça marchera jamais. Donc il faut aller du début à la fin et après on écrit. Hein, Oui, c'est la dernière chose à faire, en fait. Bien sûr. C'est vrai que je répète toujours la phrase de Corneille qui disait « Ma pièce est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Exactement. Excellent. Pardon Jean-Marie, mais moi Oui. c'est une réflexion que je me suis faite. Finalement, on est scénariste, on dit qu'on écrit, mais finalement on écrit très peu. On écrit très peu. En fait, on écrit Oui, très on parle peu. beaucoup. On passe son temps à parler ou à réfléchir ou Prendre à des notes. Enfin, Et encore. À structurer. à structurer, À en structurer, fait. bien À sûr. structurer, vraiment. Bien sûr. C'est le cœur du truc. On écrit peu, c'est écrire la chose définitive Tout à que fait. les gens vont lire. Tout à fait. C'est Oui, ça. pour un scénario de 100 pages, on a des centaines de pages de notes et des heures de discussion. Exactement. Mais passe son temps à structurer. Oui. Voilà. Et c'est pas de l'écriture. Enfin, si, c'est de l'écriture, mais c'est des mots, des phrases c'est simples. ça, c'est voilà, ça, y a pas de c'est ça. style. Non. Et parce que souvent les auteurs imaginent que les idées viendront en écrivant. Et c'est tout le contraire. Parce que quand on se met à écrire, d'abord déjà on a quelque chose qui existe. Et ça c'est très dur de venir sur un truc qui existe sur le papier. Donc quand on commence à écrire et à se dire que les idées vont venir en écrivant, non parce qu'en fait on tourne toujours en boucle avec le même problème. Oui, des idées peuvent venir en écrivant quand on sait ce qu'on écrit. Oui c'est ça. Quand on écrit une scène, C'est on ça. a une idée comme Oui, ça bien qui sûr, arrive, on bien peut sûr. l'inclure parce qu'elle est bonne et Complètement. on connaît le contexte. Complètement. Mais l'idée fondamentale de ce qu'on va raconter, ça va pas en écrivant. Et alors il y a une dernière erreur encore que font les auteurs, c'est peut-être la plus grave. Ah. Ouais. C'est de s'imaginer qu'il est normal de ne pas donner 2 €. Ah, il n'y a plus de papier. Mais il le Ça, fait c'est quand le même. pire, ça. C'est pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose que tu retrouves souvent comme erreur. Ah, mais constamment. Ça me révolte à chaque fois. Maintenant, ils sont virés, mes stagiaires, hein, qui donnent pas 2 € à j'espère papier. bien. Hein. Ah ouais. C'est bien, faut imposer un peu le truc. Ouais, j'ai passé. Parlons du fait de trouver des idées, Jean-Marie. Alors ça, pareil, ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Comment lutter face à la panne d'inspiration, le syndrome dit de la page blanche? Alors, Classique. oui, alors, je pense que c'est la continuité de la question précédente. Pour éviter la page blanche, il faut structurer son récit avant d'écrire. C'est vraiment ça. Vous savez, moi, dans ma méthode, ma façon de faire, tu le sais, Adrien, moi, je Je sais commence... pas de quoi tu parles. Je commence par 2 questionnaires. J'ai une quinzaine de questions sur l'histoire, une quinzaine de questions sur les personnages, après on fait tableau des enjeux, etc. Il y a vraiment un travail préalable qui est vraiment énorme, qui est beaucoup plus long que l'écriture en elle-même. Et c'est pour ça que mes stagiaires, en tout cas, n'ont jamais l'angoisse de la page blanche. Par contre, ils ont l'angoisse de la page noire. Une fois que c'est écrit. Et oui, une fois c'est écrit, Ouais. est-ce que c'est bon, est-ce que... Voilà. Ouais. C'est une meilleure angoisse. Oh oui, c'est une meilleure angoisse, elle est Ouais. plus saine. Il y a 2 choses peut-être. Dans la panne d'inspiration, il y a peut-être le fait de penser qu'on n'aura plus d'idées pour la suite. Et le syndrome de la page blanche, celui de ne pas savoir quoi écrire.
Je peux vous dire que depuis qu'on travaille en tout cas de manière professionnelle avec Mathieu, on n'a jamais eu le syndrome de la page blanche. On ne s'est jamais dit « Oh mince, qu'est-ce qu'on écrit ?» Parce que non. ça ne se présente pas. Ce qui peut peut-être nous angoisser, mais qui n'est pas le cas non plus, c'est de se dire « Est-ce qu'on va trouver d'autres idées pour plus tard ?» C'est plutôt ça. Mais ça, encore une fois, ça ne se vérifie pas. On a toujours des idées à proposer, des choses comme ça. Oui. Et si on n'en a pas, on va en chercher. On va se stimuler pour trouver tout ça. C'est le magasin d'idées, le voilà, bas en face. C'est ça, à côté, là. Ouais. Sur Internet aussi, on commande en ligne. En plus, c'est Noël, il y a des soldes. Bah oui, voilà. C'est le moment. Donc vraiment, les idées 2019, là, c'est le moment. Donc le moyen de lutter, c'est de travailler, quoi, finalement. Bien sûr. Puis surtout, ne pas paniquer. Il y a un moment donné, même quand on a sa structure, qu'on suit ma méthode et tout, à un moment donné, on dit, là, qu'est-ce que je vais faire mes personnages, comment ça va se passer, etc. On peut très bien être bloqué dans une semaine ou deux, c'est pas grave. Il faut juste pas paniquer. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, ça peut arriver. Oui, tout à fait, mais bien sûr. C'est ça. Nous ne sommes pas des robots. Et la meilleure chose à faire, c'est de reposer tout ça, d'aller faire autre chose. Et de donner 2 € et puis de papier. Voilà, ça peut distraire. Ça peut distraire. Ça peut donner des idées. Puis ça donne bonne conscience aussi, quand même. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on peut juste laisser tomber le temps d'une journée, le temps même 2-3 jours s'il faut, et on y revient plus frais. Oui, surtout que les auteurs professionnels sont censés, même débutants, il faut les encourager à travailler sur plusieurs projets en même temps. Ce qui fait que quand tu bloques sur un, tu passes sur l'autre et tu avances comme ça. T'as jamais l'impression d'être bloqué. En fait, non. Oui. Jusqu'où aller dans la recherche avant l'écriture ? Moi, c'est une question qui me passionne énormément et ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors, je pense que déjà, il ne faut pas avoir trop de soucis du réalisme, mais de la vraisemblance. On n'écrit pas pour les professionnels du métier dont on parle. Il y a l'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple de la série Dr House. C'est une série qui avait été écrite par des grands médecins, des grands spécialistes qui connaissaient les maladies les plus rares, parce que c'est quand même une série qui est basée sur les maladies rares. Il y a une personne sur 1 milliard qui a cette maladie, quoi. Et donc, à chaque fois, ils avaient un cas rare, une maladie orpheline, comme on dit, qu'ils a traité dans chaque épisode. Et ils avaient un problème, c'est que c'est un truc tout con, c'est que par exemple, pour une maladie X, il y a un symptôme qui apparaît, et le deuxième symptôme va apparaître 3 mois plus tard. Sauf que là, tout se passe sur 2 jours. Donc on n'a pas le temps des 3 mois. Eh bien, ils se sont dit, on s'en fout. On dit que le second symptôme apparaît 3 heures plus tard, au lieu de 3 mois plus tard. Et ça gêne qui, à part le virus ? Personne. Cela dit, dans Dr House, les noms des maladies sont réalistes. Tout à fait. Le langage est réaliste, même s'il est travaillé, fictionné. Bien sûr. Voilà, même s'il n'est pas clair, tout est expliqué. Oui. Il y a un service de médecine qui est réaliste. Le fonctionnement du service fonctionne comme un service classique, on va dire. Enfin, oui, sauf qu'il y a Dr House dedans. Sauf qu'il y a Dr House dedans. Voilà. Donc il y a quand même un travail de recherche, un minimum sur tout ça. Bien sûr, parce que c'est le principe même de la série, on parle que de ça. Mais maintenant, si vous faites un scénario d'un film qui va parler un petit peu du monde médical, mais c'est pas basé sur un malade, on va chercher sa pathologie, mais que voilà, on va parler d'un chirurgien, d'un médecin, machin truc. Bon, c'est pas la peine non plus de faire 6 ans de médecine pour pouvoir un petit peu, si ça est bon. Moi, ce que je conseille de faire, c'est déjà, on peut quand même chercher un petit peu sur Internet. Là, ça a beaucoup de le faire. Et puis surtout, vérifier un petit peu ce qu'on écrit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et prendre rendez-vous avec un spécialiste. Mais ça, faut pas le faire trop tôt. Faut faire une fois qu'on a sa structure, on dit voilà, j'ai rencontré tel problème, je parle de ça. Moi, j'avais fait pour mon roman où j'ai besoin de faire quelque chose sur l'anesthésie. Voilà, je m'étais renseigné auprès d'un spécialiste. Comme ça, on est sûr de ne pas dire de bêtises. Au moins, j'ai employé le bon nom du médicament et la bonne posologie. Très bien, voilà, je veux juste pas dire de bêtises là-dessus. C'était pas très compliqué à faire. Puis quand on va voir un spécialiste, alors déjà, souvent les auteurs ont peur d'avoir un spécialiste parce que ils ont peur de les déranger, etc. Il faut bien comprendre que les gens adorent parler d'eux. Donc, de toute façon, vous serez bien reçu. Vous dites que vous l'interviewez pour faire un film, vous serez très bien reçu. Et après, c'est intéressant aussi quand on va un spécialiste. Donc, on a les quelques questions, comme moi, sur l'anesthésie, machin, ou des autres questions par rapport à votre scénario. Ce qui est bien aussi, alors, c'est de profiter de ce que vous êtes face au spécialiste, face au du métier, quel qu'il soit, et lui demander quelques anecdotes personnelles. Et dans ces anecdotes, souvent, on trouve des choses qu'un spécialiste ne peut pas inventer. Et ça, c'est bien de s'en servir. Attention, pas les placer à tout prix, mais voir comment on peut s'en servir. Tout en faisant attention, où c'est vrai que parfois, certaines anecdotes sont tellement invraisemblables, ça a existé, mais on ne va pas y croire. Donc c'est là qu'il faut savoir avoir le talent de voir comment s'en servir, jusqu'où aller. Super. Je repense du coup, parenthèse, puisqu'on est dans la médecine, Jean-Marie, j'ai vu Première année de Lilti, qui lui, pour le coup, a fait des études de médecine, il me semble. Oui, bien sûr. Et son film, pour le coup, est
très documenté. Enfin, toute la partie étudiant de première année est vraiment bien retranscrite. Après, moi, c'est un goût que j'ai pour les films bien documentés où on sent que l'auteur a fait un travail et du coup, ça donne une vraie cohérence à un univers qu'on connaît pas. Il y a une curiosité du coup. Enfin, voilà, alors moi j'avais vu Hippocrate, mais j'ai pas vu celui-là. Est-ce que tu as vu les deux? Non, j'ai pas vu Hippocrate. Du coup, ça m'a donné envie de le nous voir. deux, on fait des. Voilà. Moi j'ai vu Hippocrate. On fait belle équipe. Et t'as pas vu l'autre? Non. Alors, et du coup, dans Hippocrate, il y a aussi ce sentiment que l'auteur a fait ce travail. Petit peu, ouais. Mais c'était intéressant malgré tout. Oui, c'est ça. C'est pas de la recherche ou de la documentation. C'est du vécu, c'est de la connaissance en fait. Oui, mais c'est un peu les deux en fait. C'est quand même différent. Ça se mélange un peu pour moi, non? Si toi qui n'y connais rien au droit ou à la médecine, tu vas écrire un film là-dessus, tu vas faire de la recherche, de la documentation. Oui. Mais si je suis avocat et que je veux écrire, enfin comme ça arrive aux États-Unis, les séries comme Doctor House ou Urgence sont créées par des anciens médecins qui écrivent. Et c'est différent de faire de la recherche en fait. Oui. C'est de parler de ce que tu connais. Et je pense qu'un dernier rebondissait sur autre chose qu'on avait dit qu'il ne faut pas se servir de tout pour forcément le placer dans un scénario. C'est vrai que quand on sort d'une interview d'un professionnel, on va avoir plein d'informations et le film, c'est pas un endroit où placer sa science. Ouais. C'est ça. Ouais. Y a-t-il des méthodes ou des outils pour trouver des idées? On revient sur l'inspiration. Tout à fait. Tout à fait. Alors je crois que l'erreur, c'est de chercher l'idée justement. Surtout l'idée du siècle. Oui. Chercher des idées, c'est normal, après tout. Ça me paraît normal. Oui, mais combien je reçois de... Alors, c'est pas une question, c'est une affirmation. Combien je reçois, pas combien je reçois, c'est combien je reçois de mails où des gens m'écrivent et me disent j'ai une idée de film, c'est génial. Ça, c'est autre chose. C'est déjà un jugement porté sur une idée qu'ils ont eue. Tout à fait. Mais quand bien même, moi, je veux même croire que leur idée est géniale, pourquoi pas. Mais tout le monde a des idées. Ma voisine a des idées, le mec qui passe dans la rue qu'on ne voit pas ici a des idées. Le Père Noël que j'ai croisé ce matin devant les Galeries Lafayette, il a des idées. Tout le monde a des idées. Ça, le plus dur, c'est de les aboutir. Bah oui, ce qui est dur, c'est le traitement. C'est le traitement. Parfois, une bonne idée, on peut très bien. Parfois, on a une bonne idée, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on en fait très vite, l'idée tourne en rond, et puis on n'en fait rien. Vous savez, je crois que ce qui compte vraiment, c'est le traitement. Un homme aime une femme, c'est pas une idée géniale. On fait des films fabuleux avec ça. Donc, l'idée, c'est pas le Graal. Et tout le monde considère, beaucoup de gens considèrent que l'idée, c'est le Graal. Quand on trouve l'idée, on a décroché jackpot. Mais c'est pas vrai. Il y a cette volonté aussi, je pense, de vouloir trouver des idées fortes pour pouvoir les vendre. Je pense au high concept, aux idées enchères, des idées fortes. C'est très américain cette idée-là. C'est très américain, mais cela dit, il y a quand même une démarche intéressante de se dire, voilà, j'ai besoin d'idées pour que je vais devoir vendre. Et donc, il va falloir il faut quand même des idées que j'aboutis. J'aime pas cette démarche. Ah non, c'est intéressant. Moi, j'aime pas cette démarche. Moi, j'aime bien la démarche de, non pas qu'est-ce que j'ai comme idée, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie d'écrire et comment le rendre génial, ce que j'ai envie d'écrire. C'est ça qui m'intéresse. Moi, un auteur, il vient, il me dit, au lieu de me dire j'ai une super idée, il me dit il y a une idée que j'ai envie de développer. Ça m'intéresse beaucoup. J'écouterai beaucoup plus attentivement. Ah ouais, voilà, vous avez appris des choses. Mais j'aime la comédie, je sais que j'ai des contacts qui cherchent de la comédie, mais j'ai pas d'idée. J'ai rien là, j'ai pas de sujet. Comment je peux faire alors la comédie, pour trouver mon prochain sujet? Il faut bien voir que la comédie, autre chose, c'est un exemple. Les comédies sont toujours basées sur des choses graves. Vous avez invité récemment Francis Weber. Prenez La Chèvre. C'est l'histoire d'un directeur d'entreprise dont la fille a disparu. C'est pas drôle. Oui. C'est pas drôle. Après, justement, on va caractériser des personnages qui vont se trouver dans ce monde-là, ils ont rien à y faire, ou à trouver des ressorts. Par exemple, ce qui est drôle dans La Chèvre, c'est justement le fait que Pierre Richard, c'est un personnage qui ne doute absolument de rien. Il est convaincu d'être le meilleur, choisi pour ça, or qu'il est manipulé de A à Z. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est dans l'ironie dramatique. Nous savons qu'il est manipulé. Si on ne le sait pas, c'est pas drôle. Ils sont basés vraiment là-dessus. Et c'est là-dessus que c'est drôle. Mais la base même, se perd dans un fils se fait enlever, non, c'est pas drôle. Je sais pas si ça répond à ma question, mais... C'est quoi? Tu parlais de la comédie, mais du coup... Comment trouver l'idée? Oui, j'ai rien. Je sais que je veux faire ça. Je sais que je peux le présenter à des gens, le faire lire. Mais là, j'ai rien. Est-ce que éplucher les journaux, regarder des faits divers, non, mais je pense chercher par thématique. Oui, justement. Oui, par thématique. Par thématique, oui. Par élimination, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime? Aller se diriger vers des choses qui nous attirent. Moi, j'ai presque l'impression que quand tu es dans cet état-là, vaut mieux partir en vacances, te reposer un peu. C'est que c'est peut-être pas le bon moment d'écrire. Voilà, si vraiment t'en es à ce point de qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie d'écrire une comédie, mais je sais pas de quoi parler, c'est que c'est pas prêt. Oui, c'est hypothétique parce que régulièrement, les sujets, les idées viennent à nous en fait. Oui. En lisant un truc, on se dit ah putain, génial, trop bien. Et on peut en faire un truc. Ouais.
Après, j'aime bien chercher. Enfin, je comprends ce que veut dire cet auditeur. C'est est-ce qu'il n'y a pas des méthodes pour être un peu plus créatif? Moi, c'est ça que j'en comprends en fait. Oui, parce qu'il y a des outils pour trouver, générer des idées. Il y a l'idée du film, et puis il y a l'idée de la scène, la petite idée en plus. De la grosse. Hein, ouais. Si, moi, je crois que pour chercher une idée, il faut chercher. Alors, tu as cité, Mathieu, c'est par rapport aux thématiques. Déjà, chercher les thématiques qui nous intéressent. Au lieu de chercher... Une idée, elle ne va pas venir du ciel. Une idée, c'est quoi? Une idée, c'est les personnages, c'est les thématiques. Donc déjà, quelle thématique m'intéresse? Moi, j'ai envie de parler de ça. Par exemple, je n'ai pas envie de parler de la drogue, mais j'ai envie de parler de je sais pas moi... des vacances. Des vacances, voilà. Donc, je vais faire un truc avec des vacances, il n'y a pas de drogue. Déjà, c'est... Voilà. Chercher les thématiques qui nous intéressent, noter ces thématiques. Et après, voir peut-être aussi par rapport au genre. Hein, tu as dit la comédie, je vais faire des vacances qui sera un drame, je vais faire des vacances qui sera une comédie sentimentale, vacances c'est une comédie, ça déjà je peux et déjà j'ai un petit peu réduit mon champ. Et après, je pense que quelque chose qui est intéressant, c'est les personnages qu'on va rencontrer et les paradoxes. Je crois qu'une idée de film doit avoir son lot de paradoxes. C'est-à-dire que n'importe quelle idée de film, il y a quelque chose de paradoxal dedans. Et c'est là, en plus, je pense qu'une idée est malléable pour être traitée sur 1h30, donc le temps d'un film, s'il y a un paradoxe dans l'idée. Quand je parle de la chèvre, on est en plein paradoxe, que je vous ai cité, qui faisait la drôlerie, c'est un paradoxe. Personnage qui est tellement sûr de lui, qui est totalement manipulé, c'est un paradoxe. Et bien, vous recherchez, vous pouvez voir tous les films qui ont marché, qui fonctionnent, dans n'importe quel genre, vous avez un paradoxe dans l'idée. Après, moi, je comprends, mais tu vois, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à me dire, oh là, quelle thématique m'intéresse. Je vais plutôt avoir envie de trouver l'idée qui va me parler, mais je sais que la thématique y est déjà, et je vais avoir du mal à me dire j'ai envie de parler de ça, de vacances ou de drogue ou je sais pas, et plaquer de commencer à construire là-dessus. Mais après, je pense que c'est un peu après, c'est à chacun de voir. Mais c'est peut-être justement parce que ces thématiques ne t'intéressent pas que tu as cette réaction. Peut-être que tu as dit un truc, une thématique qui te passionne, tu te dis ah ouais. Ouais. Par exemple, je sais qu'on peut, pour trouver facilement des idées, si on est en panne, prendre un stylo, prendre 1 heure, noter des mots aléatoires, et de se dire, trouver des petits concepts de film, des petits points de départ de film en 1 heure, par exemple. Ouais. Ça peut faire surgir des idées, en fait. Tout, si on peut penser au rêve qu'on a fait la nuit, on peut... Ouais, parce que c'est ça, en fait. Je pense que l'auditeur se demandait comment trouver, quand on n'a pas de matière, par quoi commencer, en fait, pour générer des choses. J'ai l'impression que c'est ça, sa question. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, au moins l'envie, il faut la laisser venir toute seule. Je crois pas au truc de maintenant je m'y mets, je veux absolument écrire un scénario dans les 2 heures qui viennent, et maintenant je m'y mets. Non, c'était pas l'idée, c'était vraiment trouver des points de départ. Ouais, enfin, je veux dire, commencer un scénario dans les heures qui viennent, et je trouve une idée. Je pense pas que ça marche comme ça. L'idée interpelle l'auteur, l'idée va vers l'auteur, l'idée coucou, je suis là. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais cette idée, encore une fois, peut venir déjà d'une thématique, quelque chose qu'on a envie de dire, quelque chose qui va nous révolter, quelque chose qui va nous faire rire, ce sera le démarrage de quelque chose. Mais on peut pas s'asseoir, se poser devant un feuille de papier et dire alors maintenant, c'est avec quoi mon idée? Ça, j'y crois pas. Ok. Très bien. Ou alors, du moins, pas prendre long métrage. Je vous emmène, si vous le voulez bien, chers amis, vers la case format. Allons-y. Parlons de police de caractère, de logiciel. Parce que ça intéresse quand même nos auditeurs, certains, qui se demandent, par exemple, est-ce qu'on doit utiliser une certaine police de caractère pour un scénario? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus, Jean-Marie? Alors, non seulement il y a des règles là-dessus, mais j'avais fait pour Séquence 7, il y a une dizaine de jours, une masterclass qui répondait à ces questions-là. T'es sûr? C'était pas en septembre? Parce que là, une dizaine de jours, c'était en novembre. Là, non, tu l'as... Ah, ça y est, je l'ai coincé. Il a bugué. Ah, il n'y a pas de Père Noël devant les Galeries Lafayette encore. Hein. J'avais fait fin septembre une masterclass pour Séquence 7. Les gens savent bien qu'on n'est pas en décembre en ce moment. Non, nous sommes en décembre. Arrêtez. Nous sommes en décembre. Faut arrêter de mentir. C'est pas parce que j'ai trop bu de whisky ce matin que je confonds les dates qu'on n'est pas en décembre. Enfin. Tu as fait récemment. J'ai fait récemment. Voilà. C'était il y a 3 mois. J'ai fait une masterclass justement sur les formats et tout ça. Et j'en ai à peu près 1h30, 2 heures. Alors, est-ce que tu peux faire ça en 1 minute ou 2? Oui, c'est ça qui est difficile. Je peux dire que... Enfin, ça m'embête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un bout d'émission là-dessus. Ouais, ça vous embête? Non, ça pourrait être l'objet d'une chronique à part entière, peut-être. Peut-être. Jean-Marie. Après le policier, la science-fiction. Ouais, ça en fait des chroniques. Peut-être. Mais ce sera une longue chronique. Hein. Oui, c'est pas de problème. D'accord. Et elle sera pas drôle. C'est pas grave. Parce que parler d'Arial 12, c'est pas drôle, Arial 12. Donc, y a-t-il des règles? La réponse est oui. Oui, il y a des règles, mais pas celles qu'on croit. C'est surtout ça en fait. Les règles, c'est. Donc je vais vous donner, mais ça, voilà, c'est un petit teaser. Je vais vous donner les règles qu'il faut. Il faut vraiment savoir qu'il y a vraiment, vous savez, les producteurs, effectivement, comme on l'a vu, aiment bien les gens qui sont un peu formés. Déjà, présentation du scénario, on voit si la personne au moins suivi une formation ou pas.
Enfin, en tout cas, s'il y a des chances qu'elle suive une formation ou pas. Disons plutôt qu'en regardant un scénario, sa présentation, on peut déceler tout de suite ceux qui n'ont pas suivi de formation. Ça, c'est sûr. Et donc là, c'est poubelle, c'est pas peine de le dire. Donc oui, il faut bien montrer patte blanche, effectivement. Et ça, c'est question de mais il n'y a pas tant de choses, c'est plutôt des petites astuces, des conseils. Il y a surtout des choses rédhibitoires, ça je vous en parlais, des astuces, des conseils que je donnerai aussi. Donc je pense que c'est vraiment une question importante. C'est-à-dire que le format peut indiquer sur la qualité du scénario. C'est-à-dire qu'il y a un fond coloré avec des images et des polices fantaisistes et ce genre de choses qu'on ne voit pas très souvent. Oui. On peut se dire, oulala, ça sent pas très bon. Oui. Voilà. Il y a des signes, en tout cas, comme ça, qui indiquent ce genre de choses. Pour répondre à l'auditeur ou à l'auditrice, que doit-on utiliser comme police de caractère, du coup ? En général, c'est du courrier. Non, mais non, moi j'ai trouvé qu'on allait à la 12. Une police de caractère normal. Mais bien sûr. Moi, j'ai déjà lu sur Internet que on se fait refuser un scénario parce qu'il n'écrit pas n'importe quoi. Et puis, mais quand bien même, un producteur refuserait de lire votre scénario parce qu'il n'est pas en courrier, je sais pas quoi, et ben franchement, c'est pas intéressant de bosser avec lui. Donc c'est pas grave. C'est pas mon critère, oui. Après, quand on y vient, un logiciel de scénario, il va exporter ton scénario avec une police courrier, qui est le standard de l'industrie. Pas forcément. D'ailleurs, tous les logiciels ne forment pas. Non, ne forment pas tous. Mais tu peux choisir ta police. Je dis ça parce que les logiciels que j'ai en tête, comme Final Draft par exemple, viennent des États-Unis où là, le standard, c'est courrier. Si tu écris en autre chose, tu n'es même pas lu. Voilà. Si, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Puis on s'en fout, on n'écrit pas pour eux. Voilà. Pas encore. Non, mais pas encore. Logiciel alors, Word. Toi, Word avec des macros, on fait juste les retraits à la ligne, machin, personnage, didascalie, dialogue. Ça marche très très bien. C'est moins cher. C'est pas que c'est moins cher, c'est surtout qu'il y a un bon correcteur d'orthographe sur Word qu'on n'a pas ailleurs. Et ceux qui kiffent sous, alors moi je ne comprends pas, c'est les gens qui kiffent sous Word, sont encore bourrés de fautes. Allumez votre correcteur d'orthographe. Ça peut s'activer. Connectez-le, activez-le, c'est moi que je cherchais. Donc les Final Draft et compagnie, c'est pas trop. Non, c'est pourri. Non. C'est pourri. En plus, il y a un gros défaut, je trouve, c'est que dedans, il y a plein d'outils qui rassurent l'auteur, alors qu'il ne faut pas forcément le rassurer. Parce que du coup, il y a un truc, on va voir quand apparaît un personnage, quand il disparaît, machin truc. Mais ça dépend du film, ça dépend du truc. C'est pas obligé d'apparaître toutes les 12 secondes, toutes les 12 minutes. Enfin, c'est n'importe quoi. Cela dit, il y a de plus en plus de logiciels qui apparaissent. Il y en a régulièrement qui peuvent corriger ce genre de défauts qui sont des mauvaises habitudes. Mais c'est comme un peu en plus de formation. C'est parce que c'est un business. Donc forcément... Oui, on veut nous vendre du logiciel, quoi. Oui, bien sûr. Oui, ça peut rassurer un auteur de se dire « Ah, j'ai quand même payé mes 50 balles, mes 100 balles pour ce logiciel. Je vais écrire un super... » Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais écrire un super scénario parce que j'ai le bon outil. Mais en fait, c'est pas ça. Ben non. Nous, par exemple, on passe notre vie sur Google Doc. On l'a déjà dit. Mais c'est un outil qu'on utilise énormément parce qu'on travaille en collaboratif. On peut repasser l'un sur le travail de l'autre. On peut écrire la même chose, voir la même chose en même temps. Et en même temps, on peut formater son scénario, ce qu'on écrit comme on veut aussi. Ce qui est compliqué, c'est quand une production te demande de travailler avec un logiciel particulier. Voilà. Là, c'est un peu embêtant. Ça, en clair, quand une production te demande de travailler avec un logiciel particulier, c'est que tu as signé un contrat, que tu es payé pour. Donc là, je suis plus souple. Faisons un tour du côté de la dramaturgie maintenant. Avec cette question... c'est quoi, dramaturgie ? Moi, tu vas voir. D'accord. J'adore le ton de la question, parce que, évidemment, eux ne te connaissent pas comme nous on te connaît, alors je vais la lire. Oui. Quelles ont été, selon Monsieur Roth, les évolutions notables de la dramaturgie au cours des précédentes décennies ? Alors, décennies, ça renvoie déjà un petit peu loin. Quand tu étais petit... Quand j'étais pas né. Ça, en 80 ? Alors, Monsieur Roth, votre réponse ? Déjà, merci à cet auditeur de me parler avec tant de respect. Ouais, tant de respect. C'est vrai que ça se perd. Ben oui. Surtout nous, on n'a plus de respect. Bah non, de toute façon, vous m'avez jamais respecté. De toute façon. Je t'envoyais des boulettes pendant... Non, alors d'abord, je pensais à beaucoup de choses qui ont changé au fil des décennies sur la dramaturgie, notamment le rythme. Le rythme des films est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'il y a 40-50 ans. Et ça, on le voit. Ça, c'est dû au zapping, c'est dû aux séries, c'est dû à la télévision. Même s'ils ne sont pas forcément plus courts, les films. Non, les films ne sont pas plus courts, mais il y a plus de séquences, c'est plus rythmé. C'est plus rythmé, c'est plus recherche d'efficacité. Il faut absolument à tout prix éviter le zapping. Et c'est pour ça qu'il y avait... Longtemps, on disait que la différence entre le film cinéma et l'unitaire télé, le téléfilm donc, c'est que en matière d'unitaire, il faut démarrer de façon très forte pour retenir le spectateur le premier quart d'heure parce qu'après il va plus zapper.
Et en matière de cinéma, il faut terminer de façon très forte, parce qu'après, de toute façon, il y a un bouche-à-oreille qui va se faire, et ce bouche-à-oreille, c'est la fin qui va donner le bouche-à-oreille, c'est pas le début. Parce qu'il est dans le cinéma, il va pas partir au milieu. C'est ça, exactement. Vous payez le billet, normalement, il reste. Et donc, mon principe, c'est de dire, il faut commencer façon télé, il faut terminer façon cinéma, il faut être très bon au milieu. C'est ça un petit peu. Mais c'est sûr que tout ça, ça engendre quand même une certaine efficacité qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est au niveau du rythme. Il y a aussi la structure, les pivots de l'histoire. Il y en a de plus en plus. Et c'est dû aussi à ce rythme-là. Initialement, on avait 3 pivots. Il y a eu le pivot de la fin de l'acte 1, il y a celui de milieu de film, et celui qui démarrait l'acte 3. Maintenant, on est déjà arrivé à 4 pivots avec 3 sous-actes. Et de ce que je constate, on est en train d'arriver maintenant de plus en plus à 5-6 pivots dans le film. Bon, ça dépend aussi du genre. C'est sûr que pour un drame psychologique, c'est moins vrai que pour un thriller, c'est évident. Mais malgré tout, on a quand même cette sensation de plus d'événements, plus de rythme. Et ça, c'est une évolution de la dramaturgie. Il y en a d'autres encore. Les méchants, par exemple, sont moins caricaturaux. C'est vrai. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est une très très bonne chose. C'est absolument une très très bonne chose. On le voit notamment avec Dark Knight, par exemple. Là, on voit vraiment que le méchant est les méchants sont beaucoup plus complexes et c'est beaucoup plus intéressant. Les méchants sont traités comme des héros, en fait. Ils ont le même traitement. Tout à fait. Au niveau de l'intérêt, tout à fait. Les minorités sont plus visibles. Oui. Oui. Mine de rien, ça influe aussi sur la dramaturgie. Parce que du coup, je suis désolé de le dire, c'est un peu comme les méchants. Ils deviennent intéressants. Les minorités. Avant, c'était des clichés. Les minorités, toujours des clichés. Maintenant, elles le sont moins et du coup, elles ont une importance dramatique dans le récit. Et c'est beaucoup mieux, franchement. Les dialogues sont plus réels et moins écrits. Alors ça, c'est à la fois un atout et un inconvénient. Parce que parfois, sous effet de réel, un effet de réel parfois qu'il y a juste une fainéantise ou un manque de talent de l'auteur. Et c'est vrai que le dialogue pas du tout écrit, ça risque d'être un peu vain et on sent le manque de travail parfois quand même. Donc grosso modo les différences. Et tout ça parce que le cinéma s'écrit beaucoup plus maintenant en pensant à la télé. Ouais, et puis surtout le spectateur commence à être habitué à certaines façons de voir les choses. Oui. Donc il faut sans arrêt le surprendre. C'est ça qui fait que la dramaturgie évolue. Ça, c'est le jeu des informations, effectivement. J'ai oublié de le citer. Les jeux d'information sont beaucoup plus fréquents et plus complexes dans les films d'aujourd'hui que même dans les films des années 50, 60, 80 même. Alors Jean-Marie, on a une question sur la structure. Attention, elle est très très précise. Il te vous voit aussi, cet auditeur. Quand vous prévoyez un climax médian qui change l'objectif du protagoniste, quel objectif écrivez-vous dans le pitch ? Si j'indique l'objectif initial, je ne pitch pas vraiment l'histoire. Mais si j'indique le nouvel objectif, je grille toute la première partie du film. Je ne suis pas sûr, moi, d'avoir compris cette question. Mais Jean-Marie, toi, oui. Oui, j'ai compris la question, mais en fait... C'est pour ça qu'il est invité. La question est erronée, en fait, parce que je crois que cet auditeur confond nœud dramatique et climax. Quand il parle de climax médian qui change d'objectif, en fait, c'est un pivot du film, c'est un nœud dramatique majeur fonctionnel, pas tout à fait exact, qui va changer l'objectif du personnage, et c'est pas un climax médian. Donc là, il y a une confusion qu'on a souvent, parce que justement, je pense que à force de... Peut-être à force Enfin, on galvaude un petit peu les notions de dramaturgie, à force de les trouver un peu partout, et de trop les simplifier. Parfois, il y a des notions qui se perdent, comme on parle du climax, on a perdu la notion d'acte, mais enfin bref, il y a des choses comme ça. Là, ça en fait partie. Et ce qui est dommage, c'est qu'en faisant des confusions comme ça, en faisant des amalgames de différents mots, on perd des outils importants, en fait. Bref, ça, c'était une parenthèse. Et s'il y a un changement d'objectif au milieu du film, c'est quand même très dangereux. C'est quand même très dangereux. Donc, si l'auteur assume ça, qu'il y a un changement d'objectif au milieu du film, on a l'impression d'avoir 2 films collés l'un à l'autre, mais s'il y a ça, il faut qu'il y ait les 2 dans le pitch. L'objectif d'origine et l'objectif de milieu de film. Mais quand même, c'est très dangereux. Oui, un bon objectif, c'est quand même vachement plus important. L'objectif va tenir le film, voilà, normalement. Oui. Après, il y a des sous-objectifs pour parvenir à l'objectif principal. Ça, c'est autre chose. Mais c'est autre chose, bien voilà. sûr. C'est tous les moyens d'y arriver qui existent, qui font que le personnage va se bouger pour arriver à... c'est très frustrant d'avoir un personnage qui change d'objectif en cours de route, parce que du coup, on se dit, qu'est-ce qu'il veut ? On ne sait plus trop, en fait. Du coup, déjà, la promesse n'est pas tenue ou elle est tenue trop vite, et puis après, on a l'impression de passer sur autre chose, sur un autre film. Voilà, et c'est très, effectivement, dangereux. Oui. Faites aussi également attention au fait de ne pas avoir une coupure de genre, comme je vois parfois. Parlons des personnages. Ouais, cher Jean-Marie, vous disiez dans une précédente chronique qu'il ne fallait pas juger ces personnages, mais qu'est-ce que cela signifie ? Avez-vous un exemple de film où l'auteur juge ses personnages et un film où ce n'est pas le cas ? Concrètement, comment éviter ça ? Alors, il faut éviter ça, tout simplement, il faut éviter d'être manichéen.
On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a évoqué les changements de la dramaturgie, où le personnage était plus fouillé, les méchants avaient une forme d'humanité, etc. C'est ça, ne pas juger son personnage. Si je veux écrire un personnage de raciste, mais raciste, je ne vais pas l'aimer. Parce que je ne suis pas raciste. Si justement je lui tape dessus, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'il est très très con, il est horrible partout, il n'y a pas d'humanité ni rien, je parle plus du racisme. Je parle d'une espèce de bête. Je n'ai pas de propos sur le racisme quand je tape trop son personnage au niveau moral. Donc ce qui est intéressant, c'est que mon raciste, il a aussi sa part d'humanité, qui est son intelligence, qui limite des propos dérangeants. Et après en démontant ces propos-là, effectivement, je sers une cause contre le racisme. Mais trop souvent, je vois dans des scénarios, et surtout dans des films plus anciens, où on voit vraiment le méchant est gentil. Et puis là, le personnage n'est pas respecté, en fait. Il n'a pas son fonctionnement de pensée. Il n'a pas fonctionnement de pensée propre, et donc on s'en rend que l'auteur juge son personnage. C'est ça que je voulais dire. Donc Gran Torino, par exemple, qui est un super exemple de film avec un personnage raciste. Je te le ressors à chaque fois. Puis je déteste ce film. Donc... Et pour le coup, on sent bien que c'est le personnage, c'est pas l'auteur qui le juge. Ah si, mais il juge trop bien son personnage. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, je me souviens pas, j'ai pas ce souvenir. Si, on avait parlé déjà ici dans la chronique de ce film. Non, parce que c'est quand même ce personnage. Je suis désolé, mais il est jugé 2 fois. Il est jugé au début quand il est trop mauvais, et tout de suite après une rupture où du coup il devient trop bon, trop parfait. C'est-à-dire que grosso modo, c'est un mec, il a 212 ans, il a fait le Vietnam, il a fait toutes les guerres d'Asie. Il déteste profondément, viscéralement tout ce qui est asiatique. Il mange 3 nems, il les adore. Non, ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Là, il y a un revirement. Il y a plus que ça quand même. Mais c'est Clint Eastwood. Alors ça passe. Oui, mais c'est ça, c'est Clint Eastwood. Mais bon, voilà. J'ai peut-être moi un petit peu caricaturé dans mon résumé, mais c'est un peu ça quand même. Toi, tu es jugé. Et voilà, c'est ça. Je crois ce qui est bien quand même, c'est de... Alors ça peut paraître un peu schizophrène, mais il faut un peu discuter avec ces personnages. Mais surtout avec ceux qu'on n'aime pas, avec les méchants. C'est bien de discuter avec eux. Et je pense aussi, Jean-Marie, puisque tu parlais de curiosité tout à l'heure, je pense que c'est bien de s'intéresser à des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue que nous. C'est très C'est-à-dire juste. que c'est intéressant de parler avec des racistes, par exemple, ou des gens qui n'aiment pas les étrangers, parce que ça permet de comprendre leur façon de voir les choses, et même avec plein d'autres choses. Mais là, je parle de racisme parce qu'on parlait de racisme. Bien sûr. Mais c'est bien aussi de s'ouvrir à ça pour comprendre que tout n'est ni blanc ni noir, en fait. Tout à fait. Et moi, je conseille à nos auditeurs de parler avec des serial killers. Tout à fait. Ouais. Ça peut être dangereux. Mais qui donnent les 2 € avant. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît, avant de mourir. Mais comprendre ces personnes-là, ça aide à combattre ce qu'ils disent. Oui, mais c'est sur quoi on n'est pas d'accord. Tout à fait. Vous avez demandé un exemple de film où le personnage était jugé. Alors, il y en a un, c'est À mort l'arbitre, de Mocky, le personnage de Michel Serrault. On sent qu'il est complètement jugé par l'auteur, mais alors de A à Z. Alors, on passe aux démarches maintenant. Il y a beaucoup de questions sur les démarches. Je veux dire... les démarches. Quand je boite, c'est ça. Tout ça. C'est bien, ça fait Quand j'ai mal au dos, justement. Je pensais pas faire rire avec ça, mais c'est très bien. Si, ça me fait plaisir. C'est bon. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui se lance dans l'écriture de scénario et qui n'a vraiment aucun contact avec les gens du métier de scénariste / cinéma, et cela pour chaque étape, écriture, faire lire son scénario, l'envoyer au prod, etc. Part de loin. Comment savoir à qui envoyer un projet, comment savoir ce que recherchent les producteurs? Déjà, de suivre une Beaucoup de formation. questions, quand même. On peut résumer tout ça par « mais comment ?» Mais comment? Voilà, mais comment Oui, alors Jean-Marie? c'est vrai que ça fait beaucoup de questions en même temps, mais c'est un peu la même question finalement. Si je suis pas connu, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la question finalement. Donc, je suis désolé de répéter, mais suivre une formation, ça c'est quand même une première chose. C'est de plus en plus indispensable aujourd'hui, mais une bonne. Et je crois qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est difficilement que gens, je peux le dire, je dis dans mes cours et tout, mais les gens n'arrivent pas vraiment à le saisir, c'est que c'est pas tant l'auteur qui vend le scénario, c'est plutôt le scénario qui vend l'auteur. C'est-à-dire que, ma foi, vous envoyez un scénario, si c'est construit sous forme de scénario, si ça... pour le producteur, c'est matière première. Et le producteur a besoin de bons scénarios pour faire de bons films qui vont marcher. Donc, pour lui, c'est matière première, on en a besoin. Après, que le type comme ça s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, il s'en fout un peu, c'est pas trop la question. Montrer un peu patte blanche, oui, je sais ce que c'est qu'un scénario. Déjà, dans la présentation, ça on en reparlera. Faire bien son travail, en fait, c'est le minimum. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. Et puis après si le travail est bien fait, après, je ne connais pas de bons scénarios qui ne trouvent pas de producteur. Je connais par contre des auteurs qui se découragent trop tôt. Très bien, j'ai écrit mon scénario, il est au bon format. Oui. Il n'y a pas de couleurs bizarres. Mais surtout, la dramaturgie est intéressante. Surtout. Le sujet est intéressant. Peut-être, voilà. Mais qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est ça le fond de la question aussi, c'est comment savoir chose très importante. Par où commencer? Alors, très très important.
le protéger à la SACD avant de l'envoyer. Faites un e-dépôt, ça coûte 3 fois rien, c'est protégé 3 ans ou 5 ans, je ne sais plus, pour 20 €. Faites un e-dépôt, très important. Ensuite, je crois que c'est même avant d'avoir fini son scénario. Durant que vous travaillez votre scénario, il va falloir 6 mois, 9 mois, 1 an pour écrire votre scénario. Vous savez bien, vous êtes dans le genre, c'est qu'on dit sentimental que vous écrivez. Vous repérez ce générique de films et d'unitaires, de téléfilms, repérez tous ceux qui ont fait des comédies sentimentales. Vous notez les noms des prods de générique. Vous gardez ça dans un calepin bien à côté de vous. D'accord ? Et puis au moment où vous avez protégé votre scénario, donc à l'éternel, que vous estimez qu'il est prêt à être envoyé, à ce moment-là, vous ressortez cette liste-là, et puis vous cherchez les adresses des producteurs sur Internet, on les trouve très 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 facilement, et vous envoyez. Alors vous envoyez, non, vous téléphonez, vous passez un coup de fil, vous dites voilà, j'ai écrit un scénario dans tel genre, si vous avez suivi une formation, dites-le, c'est toujours bien. Et j'ai écrit un scénario de tel et tel genre, est-ce que vous êtes intéressé ? Alors, ils peuvent vous dire non, pour l'instant on est booké sur 5 ans, ou bien oui, éventuellement ça peut nous intéresser. Si c'est le cas, surtout, demandez à qui l'envoyer, demandez le nom de la personne à qui l'envoyer, demandez dans combien de temps vous pouvez rappeler s'il n'y a pas de réponse, et demandez s'ils préfèrent une version papier ou une version Internet. Et s'ils veulent des documents plus courts à lire d'abord ? Peut-être. Alors, ça c'est une question fondamentale. Ne posez pas la question. Vous dites j'ai écrit un scénario. Je vais prendre 2 exemples. Vous ne savez peut-être pas, mais j'ai écrit le scénario de Seven. Pas mal. Je reconnaissais un peu ta patte. Bon, je fais ça en une demi-heure. Bon. Question de Seven, j'ai fait ma structure qui fonctionne, et je me dis, bon, avec ça, au synopsis, sur 8-10 pages, ça fonctionne. C'est très bien. Et je développe en synopsis. Je ne vais pas me fatiguer à faire tout le scénario, dialogue, je développe en synopsis, et j'envoie le synopsis en production. Maintenant, j'ai écrit, vous avez reçu Francis Weber récemment, en fait, il vous a menti. C'est moi qui ai écrit le dîner de con. Vous ne saviez pas. Il vous a menti encore. J'ai écrit dîner de con. Je regarde mon synopsis, je regarde mon truc. Sincèrement, le synopsis de dîner de con, c'est pas drôle. Ça marche pas. Par contre, développer, dialoguer avec les personnages, les interactions, etc., mais ça va mourir de rire. Donc, vous envoyez le synopsis du dîner de con, personne ne va le prendre. Vous avez des trucs dialogués, mais on va se jeter dessus. Donc, c'est à vous de voir l'importance du dialogue pour dire oui, j'envoie plutôt le synopsis ou j'envoie la quantité dialoguée. Mais c'est à vous de le dire. Demandez pas au producteur. Vous demandez à un producteur ce qu'il veut, de toute façon, il va dire qu'il veut le moins long à lire. Ouais. Donc, le synopsis. Plus généralement, si c'est de la comédie, c'est bien d'envoyer un peu de la matière, qu'il y ait du dialogue. Non, parce que je pense que le Cornio, par exemple, marche très bien au synopsis. Le Cornio. Le dîner de con, pas. Mais c'est vrai, tu as raison. Non, en règle générale. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi, Jean-Marc. Non, si. En plus, c'est Noël. Non, mais c'est vrai que c'est surtout la comédie, généralement, ça marche quand même mieux, effectivement, quand c'est dialogué. J'ai 2 choses à rajouter à ça. La personne qui nous écrit prend comme exemple aussi faire lire son scénario. Est-ce qu'il parle de trouver des lecteurs, par exemple ? Sur notre Slack, quand on nous soutient à partir de 2 €, on donne accès au Slack, où dedans, il y a un channel spécial lecture de scénario, où les gens proposent leur scénario à lire et d'autres font des retours. Voilà, c'est libre à qui veut et c'est un moyen comme un autre. Oui, après pour faire lire, le mieux c'est de trouver des gens sympas qui pratiquent un peu, qui veulent aussi écrire et de s'échanger. Tiens, je lis le mien, tu lis le mien et on s'en reparle. Ça, c'est un bon moyen de progresser. Et c'est un bon moyen d'arriver au deuxième point que je voulais dire, c'est qu'on fait un métier de relation, de réseau, et que la plupart des gens qu'on rencontre sont les premières portes vers lesquelles on peut aller pour travailler, justement, pour faire lire ses scénarios et vendre ses idées. Tout à fait. Et qu'il ne faut pas oublier ça, en fait. C'est pas juste... ça peut marcher, regarder des génériques, voir qui a produit, envoyé comme ça. C'est même essentiel. Hein. Mais avoir rencontré les bonnes personnes, ça augmente quand même beaucoup les chances de se faire lire, ne serait-ce que de se Moi, faire j'ai répondu au préalable de la question, il était « je ne connais personne ». Voilà, donc en gros, c'est aussi sortir de chez soi, aller dans les festivals où on peut rencontrer beaucoup de gens, dans les projections, si on est à Paris, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est d'aller là où sont les gens, en fait, c'est de se déplacer. Oui. Parce que une poignée de main et un verre partagé et discuter 10 minutes, voire 2 verres et 2 poignées de main, ça peut faire beaucoup plus que envoyer le scénario parfait à la prod parfaite. Voilà. Oui, mais quand même, il ne faut pas oublier malgré tout, en amont, il faut un bon scénario. Bien sûr. Alors j'ai un bon scénario, mais que faire d'un projet une fois qu'on a toqué à toutes les portes, Jean-Marie ? Et que personne n'en veut, tu veux dire ? Ouais, j'imagine. Ouais. C'est ce que ça sous-entend. Alors d'abord, on n'a jamais toqué à toutes les portes. Et donc, comme j'ai dit, un projet trouve toujours preneur. Ça, c'est sûr. Un bon projet. Oui. Maintenant, il y a aussi des mauvais projets qui trouvent preneur. Ça existe aussi. Comme le soulignait nos scénarios, d'ailleurs. Comme le soulignait la personne qui a rédigé la première question posée dans cet épisode.
sur les 95% de mauvais films. Des mauvais films, Voilà. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, il y a absolument tout qui existe à partir de là, mais bon, évidemment, il vaut mieux avoir un bon projet qu'un mauvais. Le seul conseil que je puisse donner, quand finalement on a toqué à toutes les portes et que ça n'a jamais été pris, il faut peut-être aussi se mettre un petit peu soi-même en cause, peut-être pas que les portes qui sont mauvaises, mais le doigt qui toque dessus. Et donc voir un petit peu, peut-être... La première chose que je ferais, c'est de me regarder dans une glace et de me demander ce que j'ai mis sous le tapis. C'est-à-dire qu'on écrit un scénario autour des trucs qu'on met sous le tapis, on se dit, voilà, c'est un petit peu, bon, hop, on va pas le voir, on va pas le voir. On fait tout ça. Mais ces trucs qu'on met sous le tapis, souvent, on le voit beaucoup, au contraire. Ça apparaît, ça gâche un scénario. Mais c'est vrai qu'on c'est pas la finantise, mais on a envie. Il y a un truc, ça fait des heures et des semaines qu'on réfléchit dessus, puis on n'arrive pas vraiment à trouver. On se dit bon, bah, allez, ça va passer. Bah non, ça passe pas. Et c'est souvent ça qui bloque. Souvent, ce qui bloque, c'est des trucs. Moi, je vois ça avec certains de mes stagiaires. Enfin, j'ai quelques exemples en tout cas en tête où j'ai dit ça marche pas. On va pas le voir. Finalement, c'est ça qui va bloquer. Mais on fait tous ça. Que faire d'un projet quand on a toqué à toutes les portes, c'est peut-être se replonger dedans pour voir ce qui ne va pas. Oui, mais en ayant le courage, surtout de voir ce qu'on ne voulait pas voir avant. Ouais. Mais qu'on sait. Alors, est-ce que tu penses comme ce que nous dit l'auditeur, est-ce que tu penses comme Yves Lavandier que les scénarios et films devraient être anonymes pour que les bons scénarios aient plus de chances de recevoir des financements ? Bah, les films, non, je suis pas sûr, je suis pas convaincu qu'il le pense vraiment. Il plaisante quand il dit ça. Je sais très bien qu'il l'a dit, mais bon, c'est un peu une plaisanterie. De toute façon, on peut pas être tout à fait anonyme, on peut prendre un pseudo, mais alors il faut avoir un pseudo différent à chaque fois, puis que son pseudo, ce soit Robert Dupont ou Marcel Machin, dans le fond, ça change pas grand-chose. Non, peut-être que le problème qu'évoque Yves, c'était peut-être plutôt pour lui, éventuellement pour moi aussi. On est face à un paradoxe, en fait. C'est que quand on écrit un scénario, lui ou moi, on est vraiment attendu au tournant. Et c'est vrai qu'un lecteur qui va lire un Lavandier ou un Roth, il a envie de... ça va. Il y a quelque chose de... S'imagine une certaine qualité. Ouais, c'est ça. Puis du coup, il a envie... Pouvoir nous dégommer, ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal. Le chronomètre, il attend à la 12e voilà, page. il y a ça un petit peu, il y a ce phénomène-là. Après, il y a aussi la peur de certains producteurs, en tout cas. C'est vrai qu'avec Yves ou moi, on peut critiquer beaucoup de choses, même pas la dramaturgie, ou difficilement. On peut sans problème. Mais il faut savoir un petit peu argumenter aussi, parce qu'on a du répondant de ce côté-là. Ouais. Donc, ça peut faire peur aussi à certains producteurs. Mais sinon, je pense que c'est plutôt à ça qu'il faisait référence. Alors, je sais pas, d'ailleurs, c'est plutôt à Yves de répondre qu'à moi, mais je pense que c'est à ça qu'il faisait référence. Mais sinon, non, c'est pas... Vous savez, le scénariste, souvent on se plaint que le métier de scénariste ne soit pas assez reconnu. Alors, d'abord, c'est faux, le métier de scénariste est pas plus reconnu. Canal+ fait sa pub là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Donc, mais après on dit oui, mais les scénaristes eux-mêmes ne sont pas assez reconnus. Mais heureusement, c'est une chance énorme qu'on ne soit pas reconnu. Parce que, oui, on compare un scénariste à un comédien. Le comédien, il a fait 3 comédies, il va être catalogué comédie, il ne pourra plus faire autre chose. Un scénariste, vous faites une comédie qui va marcher, prochain coup, vous faites un thriller, ça ne dérange personne, parce qu'on n'a pas d'étiquette. Donc, restons dans l'ombre, c'est une très bonne chose. Comme l'a prouvé Grégoire Vigneron, Tout à fait. en changeant de genre allègrement, avec brio. Parlant du métier, chers amis. Ouais. Oui. Jean-Marie, Enfin, le métier. On a intitulé ça comme ça, mais... que pensez-vous du collectif d'auteurs ? Est-ce une fausse bonne idée ? Avez-vous connu des élèves qui se sont rassemblés en groupe ? Est-ce que cela a fonctionné ? Est-ce que cela doit juste rester un point de départ ? Est-ce qu'on peut s'y épanouir ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions en une. Voilà. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marie ? On t'en donne du travail, là. C'est une question qu'on me demande souvent, est-ce que c'est bien qu'on se mette à écrire ensemble, notamment mes stagiaires qui sont etc. C'est une question aussi qu'on a posée d'ailleurs à Séquence 7 récemment. Est-ce que c'est bien d'écrire ensemble, de créer des poules ? Alors je parle bien de poules d'auteurs. Oui, ça peut l'être à condition justement donc que chacun soit détaché du projet, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, c'est pas quelque chose de personnel. Et ensuite, ce qu'il faut quand même, c'est mettre son ego dans sa poche avec un grand mouchoir dessus, sinon ça ne marchera pas. Et troisièmement, c'est très important, et les gens n'y pensent pas toujours, il faut que chacun des co-auteurs ait un même niveau de dramaturgie. Sinon, ça foire, ça marche pas. Et pour revenir à la question donc sur les collectifs d'auteurs, oui, c'est une bonne chose. De toute façon, c'est toujours bien de se rassembler, de discuter en soi, mais attention aussi, il y a toujours des singes savants dans les collectifs d'auteurs. C'est-à-dire celui qui veut savoir plus que les autres et qui se la pète et qui souvent, quand on se la pète, malheureusement, on dit que c'est pas bon. On se la pète rarement en disant que c'est bien. Donc, mais ça, il y en a toujours. J'en ai toujours vu. Donc, il faut savoir les déceler et aussi ne pas être faut pas être une éponge par rapport à tout ce qu'on nous dit. Oui, il faut prendre un peu de recul. Oui. Et c'est pas une garantie de quoi que ce soit. Il n'y a pas de garantie. C'est pas parce qu'on est dans un collectif Mais que... de toute façon, ça va bien marcher. c'est un métier qui n'a pas de garantie. De base.
De base, non. Scénar non garanti. En gros, si ça vous correspond, allez-y, quoi, en gros. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ça sert aussi un petit peu d'enlever de sortir l'auteur de son isolement, s'il en a envie. Mais voilà. Oui, Clark Nova, je sais qu'il se voit pour se faire lire des choses, il se donne des avis sur des textes. Voilà. Si les gens sont en bonne, comme tu dis, Jean-Marie, en bonne entente, en bonne... ont envie de faire avancer les choses, ça aide. Eh bien, sans crier gare, nous avons répondu à toutes les questions. Alors finissons avec quelque chose d'assez large et plutôt répandu, j'imagine, dans ce que tu peux entendre, et ça concerne le métier de scénariste. Oui. Quelle mauvaise conception du métier de scénariste retrouves-tu régulièrement dans la vision qu'en ont les aspirants scénaristes ? Déjà, il y a deux choses paradoxales que je retrouve très souvent, c'est que c'est un métier où ça ne marchera jamais, et en même temps, on nous dit que n'importe qui peut réussir. La preuve, tous ces 95% de mauvais films. Donc ce sont deux idées totalement contradictoires, qui parfois sont dites par la même personne. Voilà, les deux sont fausses. J'entends aussi souvent dire qu'il faut écrire 25 films pour pouvoir vivre du métier de scénariste. C'est pas vrai. Évidemment, il vaut mieux capoter à fin pour Arte, c'est sûr, ça apporte plus. Mais en soi, et qu'il y a autre chose que... à partir du moment où on rentre dans le long métrage et on rentre dans l'unitaire télé, ou même de la série télé, ça apporte bien quand même. Donc, voilà. Est-ce que tu croises des personnes qui ont une vision erronée donc du métier, qui font ça pour des mauvaises raisons, en se disant j'écris un scénario, donc je vais faire du cinéma, donc je vais être riche, par exemple. Oui. Alors effectivement, on peut devenir riche en faisant des scénarios, mais si on a ça comme but, c'est rare que ça marche quand même. Oui, mais en général, il vaut mieux faire ce métier avec un peu de recul et un peu de passion aussi. Passion et de patience. Ouais, bien sûr, passion et patience, absolument. C'est peut-être une qualité qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, Jean-Marie, mais la patience, c'est quand même pratique quand on veut faire ce métier. C'est pour ça que je dis qu'on se décourage toujours trop tôt. Si on a un bon projet, il faut continuer, il faut y aller. Mais d'abord, il faut bien s'assurer aussi qu'on a un bon projet. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une vision où l'auteur peut se dire c'est mon idée, c'est mon histoire, c'est mon scénario, derrière personne n'y touchera et ils exécuteront ce que j'ai écrit. Ça peut revenir souvent aussi, ce genre de conception. On oublie que c'est un métier que c'est une œuvre collective en fait. C'est très juste. Et là-dessus, j'entends les deux de façon exagérée. C'est-à-dire, j'entends cette tournée exactement telle que je l'ai écrit. Non, ou alors faut le tourner toi-même. Et encore, c'est pas sûr que ce soit exactement comme tu voulais au final. Et de l'autre côté, j'entends dire que de toute façon, le scénariste n'est pas écouté, n'est pas aimé. Il vend son scénario et puis après, le producteur et le réalisateur en fait absolument n'importe quoi, on trouve plus son film, etc. D'où les mauvais films. D'où les mauvais films, bien sûr. Il n'y a que des bons scénarios avec des mauvais films. Mais non, c'est faux parce que tout simplement, un producteur, c'est juste une question de bon sens. Vraiment, là, je parle juste au bon sens des auditrices et des auditeurs. Un producteur qui va acheter un scénario, c'est qu'il pense que l'histoire va plaire à son public, les dialogues vont plaire à son public, les personnages vont plaire à son public. Alors évidemment, il y aura peut-être des modifications après la réalisation, etc. Mais grosso modo, l'histoire va s'y retrouver. Sinon, il ne paye pas le producteur. Oui, tout à fait. Pour la fin, Jean-Marie, est-ce que tu as un message à faire passer aux auteurs débutants ou non ? Oui. Un mot de la fin. Ouais. Par Jean-Marie. Alors, j'ai 2 mots de la fin. Le dernier sera Joyeux Noël à tous. Ah oui. Et bonne année. Et bonne année, oui. Putain, c'est dingue. On y est déjà, quoi. Ouais. Alors que nous enregistrons en mars. On a pris un peu d'avance. Un petit mot de la fin. Oui. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus. Ne vous découragez pas. On manque de scénaristes en France. Il y a de la place, il y a du boulot. Ça paye bien, c'est vrai. Faut faire des concessions aussi. Faut pas être là, se dire qu'on est seul à tenir les vérités. Faut faire quelques concessions aussi, de temps en temps. Mais après, une fois qu'on fait ces concessions, pas oublier que parfois, les producteurs ont raison de demander certaines concessions. Au final, le résultat sera meilleur et puis on s'en rend compte. Mais à partir du moment où on a un peu cette souplesse, qu'on a un peu d'imagination, qu'on a l'envie et qu'on n'en veut pas la terre entière, il y a de la place pour être scénariste. Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit, ouais, très bon message. Merci Jean-Marie. Mais merci à vous. Merci pour ta disponibilité, tes réponses. Mais c'est un plaisir. On remercie également la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil. Merci Claudio pour la régie. Merci à nos tipeurs et tous ceux qui nous soutiennent. Et bien sûr, Mathieu, merci à toutes les personnes qui ont envoyé leurs questions et qui sont... Alors, on a Baptiste, on a Hakim, on a Daniel Blancou, on a Cyril Robin, Zeva Blood, je ne sais pas comment on prononce ton nom, désolé. Stéphane Anquetil, Antoine de la Maison, Coralie Le Vent, Coco de Montreuil. Oui, Jean-Marie, si on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Me retrouver en ce mois de décembre, chez moi à Strasbourg. Tu as un site internet ? Oui, j'ai mon site internet. Il y a toujours mon roman qui sera un beau cadeau de Noël. Tout à fait. Mon roman, vraiment, c'est un très beau cadeau de Noël. Et puis mon livre sur scénario, qui est un deuxième beau cadeau de Noël aussi. Tout à fait. Achetez juste mon roman et mon livre sur scénario, puis offrez-le autour de vous. Voilà. Et on pourra le trouver dans toutes les FNAC. Dans toutes les FNAC, absolument.
Absolument. On peut te retrouver sur Twitter et Facebook aussi. Oui, tout à Voilà. fait. Je donne de mes nouvelles très régulièrement. On aura des liens pour tout ça dans la description du podcast. Et puis, pas me retrouver en janvier pour un nouvel épisode. Il n'y a plus de papier. Une nouvelle chronique. Une belle chronique. Tout à fait. Mais quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, ça vous commencez à le savoir. Rejoignez-nous sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2€. Tu dis, vous commencez à le savoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui nous suivent, effectivement, parce que de temps en temps, régulièrement, sur Twitter, Instagram, Facebook, les gens arrivent et like les conneries qu'on y met. C'est plutôt chouette. Merci à tous. Si vous estimez d'ailleurs que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, comme l'a dit Jean-Marie, soutenez-nous pour à peine le prix d'un bolino, voire d'un jeu vidéo, en fonction de vos moyens. Le bolino. Mais qui mange ça aujourd'hui, des bolinos? Ça existe encore? Oui, c'est ça. Ça a été remplacé par les nouilles instantanées. Envoyer des bolinos. C'est ça, envoyer des bolinos à Mathieu. Ou alors pour le prix d'un paquet de ramen. Tu préfères? Voilà. Paquet de ramen. Voilà, en tout cas, c'est un moyen juste de rétribution, car c'est vous qui décidez combien vous donnez et pour combien de temps. C'est vous qui décidez. Voilà, vous pouvez également nous soutenir via Utip, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent. Vous pouvez d'ailleurs regarder une publicité jusqu'au bout, s'il vous plaît, ça nous aide aussi. Voilà. Ouais, on regarde 30 secondes de publicité, ça nous donne 5-10 centimes. Tout à fait. Et c'est vous qui choisissez de le faire en fait, on vous impose rien. Suivez les liens, ils sont dans la description du podcast. Aidez-nous également en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou toute appli dédiée au podcast. Ça nous permet de faire découvrir le podcast à d'autres et ça ne prend que quelques secondes. Et enfin, merci de partager cet épisode s'il vous a plu, d'en parler autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, écrivez bien. Salut. Salut. Salut.